On ne peut pas être en bonne santé sur une planète malade. La densité nutritionnelle, c'est une clé, c'est le lien entre ce qui se passe dans le sol pour fabriquer les nutriments qu'on va retrouver dans une viande de bœuf ou dans un œuf ou dans une tomate. On a besoin de la microbiologie du sol, il faut qu'elle travaille. C'est pas je laisse faire la nature, c'est je l'observe et je travaille avec. Bonjour Pierre. Bonjour. Tu me disais que tu étais très matinal, que tu étais lève-tôt. Est-ce que tu as une petite routine, une habitude, des choses que tu aimes bien faire le matin et qui te permettent de te sentir plein d'énergie pour la journée à venir? Non, j'ai pas vraiment de routine. Je me lève, puis je me mets à bosser. Et puis je me mets devant mon écran, en fait, souvent. Et puis quand j'en ai marre, je bois un café, puis je vais marcher ou courir selon l'inspiration pour pas être tout le temps devant l'écran. Voilà la routine matinale. Puis après, j'attends que mon épouse se lève et puis on déjeune. Avant de démarrer l'enregistrement, on évoquait un petit peu ces liens qu'on pourrait faire entre la santé des sols, la biodynamique, les principes même du vivant et puis la façon dont on vit aujourd'hui. Il semble y avoir une forme de décalage. On a essayé de contrôler au maximum notre environnement. Tu vois, on pourrait par exemple prendre l'exemple de l'hygiène. On est rentré en guerre contre les germes en essayant de les éradiquer. Donc on se lave tout le temps les mains, on se nettoie les intestins avec des traitements antibiotiques. D'ailleurs, je crois savoir que toi, tu préfères utiliser des huiles essentielles. Et donc, on essaie vraiment on a vraiment cette logique aujourd'hui de se dire, même, tu vois, vis-à-vis de l'alimentation, on s'est connus notamment parce que j'ai créé une marque qui s'appelle Féroce, dans laquelle je propose des steaks hachés qui sont composés de viande de bœuf et puis d'abats qui sont extrêmement riches d'un point de vue micronutritionnel et qui potentiellement peuvent prendre la place de compléments alimentaires. Mais le réflexe classique, ça va être de prendre une pilule. De la même façon que dans la culture, parce que toi, tu es ingénieur agronome, donc dans la culture des sols, etc., on s'est dit, voilà, on va pouvoir les sélectionner génétiquement, on va utiliser des engrais, etc., des pesticides, et donc on va créer un environnement, entre guillemets, artificiel qui va nous permettre d'augmenter à la fois la production et on pensait que c'était une évolution potentiellement positive. Et d'ailleurs, quand je dis on pensait que c'était potentiellement positif, ça me fait penser à Yuval Harari, qui a écrit Sapiens et qui dit que la révolution agricole a été en réalité le plus gros piège de l'histoire parce qu'on a échangé une qualité de vie bien meilleure lorsqu'on était nomade contre une qualité de vie plus médiocre lorsqu'on a commencé à sédentariser parce que il y a eu des problèmes de dos à cause du travail dans les champs, des problèmes liés à l'insalubrité, et donc des épidémies, des maladies, une dépendance aussi à la production qui faisait que les mauvaises années, il y avait des grandes famines et beaucoup de mortalité. Et donc, on constate un petit peu la même chose aujourd'hui. On a contrôlé cet environnement, on a développé, grâce à la chimie, on a cru pouvoir mettre la main sur la nature. Et pour autant, tu me parlais de syndrome métabolique. L'humanité n'a probablement jamais été aussi malade avec justement ces fameuses maladies comme l'obésité, le diabète, les cancers, les maladies cardiovasculaires, etc. Qu'est-ce que toi qui as vu tout ça évoluer, se construire petit à petit, quelle est ta vision justement de l'évolution de l'agriculture, de l'alimentation, de nos modes de vie? Je vais essayer de le résumer en une phrase, puis après je vais développer. On ne peut pas être en bonne santé sur une planète malade. Quand on parle du lien entre l'alimentation et santé, il est reconnu par tout le monde et il est souvent vu sous le prisme de c'est aux consommateurs de changer, de manger mieux, les 5 fruits et légumes, machin, manger, bouger, les discours du PMS qui sont tout à fait justifiés. Mais d'un autre côté, quand on s'intéresse un peu à la biologie et puis au lien entre le sol, les plantes, les animaux, on se rend compte aussi qu'il y a une autre facette du bien manger, qui est le bien produire. On ne peut pas être en bonne santé sur une planète malade, ça veut dire que les aliments, ils nous amènent une densité nutritionnelle. Et tu parlais de féroce, entre un bœuf qui mange de l'herbe dans une prairie variée et qui est complémenté éventuellement avec du lin et pas avec du soja, et puis un bœuf qui est nourri avec du maïs et du soja toute sa vie, ça va être de la viande, mais c'est pas du tout la même. Il y a plein de publications là-dessus. Et la densité nutritionnelle, c'est une clé. C'est le lien entre ce qui se passe dans le sol pour fabriquer les nutriments qu'on va retrouver dans une viande de bœuf ou dans un œuf ou dans une tomate. On a besoin de la microbiologie du sol. Il faut qu'elle travaille. Je peux raconter un exemple parce qu'il est intéressant. On a Une fois qu'on a dit ça, qu'on a dit on peut pas être en bonne santé sur une planète malade, donc il faut la densité nutritionnelle, c'est le guide, le lien entre tout ça, qui va du sol aux cellules de notre corps.
on peut dire, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Donc moi, j'ai toujours cherché à faire des choses plutôt que de dénoncer ou de critiquer. Et j'ai donné un exemple récent, mais qui est vachement intéressant. Je suis rentré en contact avec des producteurs de tomates en 2017 qui étaient en train de changer leur système. C'était des tomates sous serre produites comme 90% des tomates françaises en hors-sol sur des blocs de laine de roche avec tout un tas de petits tuyaux qui amènent tous les nutriments dont la tomate a besoin. Comme les végétaux, ça se nourrit surtout du soleil et du gaz carbonique de l'air et de l'eau. Ben, les tomates poussent. Et puis il s'est dit c'est quand même pas un système pérenne, durable. Et puis petit à petit, il a commencé à mettre un peu de terre et puis à casser le béton, puis à faire ce qu'on appelle des cultures, enfin de tomates en sol vivant, toujours sous serre, mais sur des sols avec plein de champignons, avec surtout plein de vers de terre. Il faisait de la lombriculture, ce qu'on appelle un sol vivant, et ça se mesure, sans intrants de l'agrochimie, etc. Et puis il avait des tomates se ressemblaient, et puis on a eu l'idée d'analyser les tomates pour voir justement la densité nutritionnelle des tomates. Et la première surprise, quand on a travaillé avec des labos de l'INRA, on a cherché le bêta-carotène, le lycopène, ce qu'on trouve dans des tomates. Il n'y avait pas de différence. Parce que dans les petits tuyaux qui nourrissent les tomates en hors-sol, ils mettent tous ces éléments-là. Alors on s'est dit, il faut regarder plus loin. Donc à l'université de Rennes, là où je suis, donc on en a parlé aux chimistes. Ils ont fait des analyses des tomates, de capacité antioxydante des tomates, et on a regardé avec une méthode qui s'appelle la HPLC, High Performance Liquid Spectrographie. On a regardé, on avait des pics, un peu comme une carte d'identité ou une empreinte digitale des tomates qui étaient différentes. C'était les mêmes à l'œil, mais c'était pas tout à fait les mêmes en composition. Et ils avaient une capacité antioxydante, les tomates en sol vivant, une capacité à lutter contre l'oxydation, pour nous, après, quand on le mange, qui était entre 15 et 35% supérieure. Donc on était content, ça veut dire qu'il y a bien un lien. Il n'est pas évident à trouver, mais il y a un lien, et ce lien, il existe. Et moi, ça fait 20 ans ou 25 ans que je le mesure d'études cliniques en études cliniques, pour montrer que même si on mange la même chose, même si on mange exactement les mêmes aliments, les mêmes tomates, le même bœuf, les mêmes œufs, etc., on a des marqueurs de santé chez l'homme qui bougent, pas en fonction de ce qu'il mange, mais en fonction de ce que mangent les bactéries du sol, les plantes, les champignons, les animaux qui se nourrissent de cette diversité-là. Donc oui, il y a un lien, il existe, et on peut le restaurer, puis c'est ce que je fais depuis une trentaine d'années. Il est évocateur, là, ton exemple de la tomate, et en réalité, une tomate qui est élevée comme ça en plein air, elle est constamment attaquée par les conditions météorologiques, attaquée par des insectes, etc. Et en fait, il y a un principe d'hormèse dont on parle beaucoup pour l'être humain. Il existe pour tous les êtres vivants, et c'est précisément pour se défendre face à ces agresseurs que la tomate va développer ses capacités antioxydantes, etc., qui sont potentiellement bénéfiques pour nous. Et c'est marrant, on peut faire un parallèle. Je t'en parlais avant de démarrer ce podcast. Je te disais que moi, je suis entrepreneur, et je pense que la meilleure façon de réussir dans l'entrepreneuriat, c'est pas de réfléchir en vase clos dans sa tête et puis de faire le meilleur plan stratégique possible seul en mode illusion, tu vois, mais plutôt d'être dans l'action, de se confronter à des problèmes. Et c'est en résolvant ces problèmes que petit à petit ta boîte elle progresse. C'est un petit peu la même chose avec la tomate, tu vois. Si elle a pas de problème à résoudre, quelque part elle va jamais se renforcer, elle va jamais devenir meilleure. Et nous, ce qu'on mange après derrière, c'est cette densité nutritionnelle. Elle est quelque part l'expression de ce qu'elle a vécu, de son histoire de vie. Et je trouve qu'il y a même un côté poétique à ça. Parce que moi, j'ai eu un potager, par exemple. Tu plantes une graine de tomate. Il faut du temps, tu vois. Tu t'inscris dans un temps long. Tu dois l'avoir poussé. Tu vas avoir fait attention à ton sol au début. Tu vas peut-être avoir fait des lasagnes en enterrant peut-être un peu de feuilles, de branchages, un peu de paille, peut-être un petit peu de crottin de cheval, etc. Donc, tu as déjà préparé ton sol. Ensuite, tu plantes ta graine. Tu vois ta petite pousse qui démarre, qui grandit. C'est long. C'est très long. Et puis, finalement, il y a des petites fleurs qui arrivent et puis ça devient une petite tomate toute verte. Et puis, elle commence à grossir au soleil. Et là, tu dis, bientôt, je vais pouvoir la savourer, cette tomate. Mais il faut encore attendre. Et chaque jour, tu la vois un petit peu plus grossir. Et tu choisis le bon moment où, finalement, elle est là, gorgée de soleil, remplie de sucre, de vitamines, etc. Et là, tu vas l'accueillir. Et c'est toute cette attente aussi qui fonde la croyance qu'elle va te faire du bien, tu vois. Moi, je suis convaincu, tu sais, aujourd'hui, on dit souvent que tels aliments ont tels avantages nutritionnels. Tu vois, par exemple, manger du poisson gras, c'est bien parce qu'il y a des oméga 3. OK, mais en réalité, l'aliment, il a aucune... c'est pas un médicament à la base. C'est son interaction avec toi-même qui va créer potentiellement et fonder ses bénéfices.
Et cette relation avec toi-même, elle est aussi déterminée par la relation que tu entretiens avec lui, par tout ce monde de pensée. Et donc, cette fameuse tomate que je récolte, ben, moi, je suis déjà convaincu qu'elle va me faire du bien. Et donc, par effet placebo, déjà, sans même parler des vitamines, des antioxydants, etc., qu'il y a là-dedans, je suis sûr qu'elle va me faire du bien. Et en plus de quoi, de par toute cette attente, tu as aussi la fierté. La fierté de l'avoir enfin cueillie. Et donc, tu as envie de la partager, de la manger avec d'autres personnes. Et ça, cette nourriture sociale aussi, tu vois, un ancien moi mangeait de façon très distraite devant son ordi en train de travailler. J'étais pas en pleine conscience en train d'observer la beauté des aliments, leurs couleurs, les effluves, sentir toutes mes papilles qui se réveillaient et puis après avoir mangé une bouchée, l'envie d'en manger une deuxième et peut-être la retarder un petit peu pour vraiment avoir terminé de savourer la première. J'étais plutôt en train de les enchaîner rapidement et en 5-10 minutes, j'avais fini mon repas et je m'étais même pas arrêté de travailler pour le faire. Ça a quand même une énorme différence entre je m'assois avec ma femme et mes 2 filles, je prends 3 minutes avant de démarrer le repas pour respirer, atterrir dans la zone parasympathique, apprécier la beauté de mon assiette, souhaiter un bon appétit avec un grand sourire en remerciant la nature de mettre ses produits sur ma table et passer un moment de qualité avec des personnes que j'aime et des aliments dont je sais qu'ils sont locaux, de saison. Et voilà. Et donc, je pense que c'est aussi tout ça que tu rétablis en plus de la réalité antioxydante quand tu choisis des circuits plus normaux. Oui, c'est sûr. Alors, moi, j'ai eu un peu le même plaisir que toi quand tu cueilles la tomate, de mesurer des choses. Parce que ce sentiment, quand je racontais mon histoire des tomates, on avait commencé avec le lait. Avec le lait, en se disant, une vache qui mange du maïs et du soja, ça ne doit pas être la même chose qu'une vache qui mange de l'herbe, etc., etc. Et puis, quand on a analysé le lait, alors à l'époque, c'était il y a une trentaine d'années, hein, même plus, il n'y avait pas tous les appareils qu'il y a dans les labos aujourd'hui. Ils ont été portés le lait pour l'analyse. Puis quand on avait trouvé qu'il y avait des différences, qu'elles étaient liées à tout l'environnement de la vache, le lien que tu décris, je regarde ma tomate, j'ai envie de la manger, la pleine conscience, etc. Moi, à chaque fois, je suis hyper content de voir que le lien, il existe, que c'est pas qu'il y a une philosophie autour de ça, il y a les idées, ce que tu décris très bien, mais il y a aussi de la biochimie, mais de la biochimie au sens noble, la chimie du vivant. Et la chimie du vivant, ben il y a un rationnel qui est énorme. Pourquoi une plante fait des fleurs? C'est pas pour faire joli. Quand tu décris la tomate qui pousse, qui fait sa petite fleur, puis qui fait son fruit, c'est la survie de l'espèce. Une poule, elle fait des œufs, pas pour nous nourrir, elle fait des œufs parce que c'est le poussin qui va arriver, etc. Pareil, la vache qui nourrit le lait pour nourrir le veau. Le blé qui fait des graines pour qu'il y ait une nouvelle génération de blé, etc. La tomate, elle ferait 3-4 fruits dans l'année, elle serait contente, elle aurait sa survie assurée. Mais elle en fait beaucoup plus, hein. Elle en fait beaucoup plus. La vache, elle a de quoi nourrir une vingtaine de veaux. Une poule, ça fait aujourd'hui 280 œufs ou 300 œufs par an. Euh, Parce tu parlais du Yuval Harari, là, on est 7 milliards, il faut nourrir tout le monde. Alors ça ne doit pas être l'excuse pour faire n'importe quoi, au contraire, mais se dire forcément, on demande beaucoup aux plantes, on demande beaucoup aux animaux, on demande beaucoup au sol, et ils s'oxydent. Ils s'oxydent. Alors ils se défendent, ils savent se défendre contre l'oxydation si on leur permet, si on leur donne l'énergie du soleil qu'il faut, la synthèse chlorophyllienne. Et si on leur donne les nutriments qu'il y a dans le sol pour qu'ils se défendent eux-mêmes, tu l'as dit tout à l'heure. Et nous, on est au bout de tout ça. Donc il faut qu'on aide ces végétaux, il faut qu'on aide ces animaux à se défendre parce qu'ils nous défendront bien après. Et ce fil-là, ce fil conducteur de la biochimie qui va du sol aux plantes, à l'animal et puis ensuite à l'homme, c'est assez joli quand on le découvre. C'est une harmonie en fait. Et il n'y a pas d'harmonie dans nos corps s'il n'y a pas d'harmonie dans nos sols. Et ça, c'est une jolie phrase philosophique, mais c'est aussi, ça a tout un contenu autour des mécanismes de l'oxydation, de l'inflammation, de ce qu'on appelle joliment les chaînes alimentaires. Mais c'est des jolies chaînes. Des fois, il faut briser ces chaînes pour en construire de nouvelles. Mais c'est ce que je fais depuis 30 ans. Et c'est assez joli. C'est comme toi quand tu regardes pousser et mûrir la tomate. Moi, je vois pousser, mûrir ce qu'on a fait en partant du sol. Moi, je suis parti quand j'étais un jeune agronome, donc il y a longtemps. Je suis toujours agronome, mais je suis moins jeune. C'est pas logique qu'on importe autant de tourteaux de soja pour nourrir les animaux d'élevage.
et qu'on produise plus que du blé et du maïs chez nous. Quand j'étais au lycée agricole, on apprenait les rotations, qu'on ne pouvait pas faire blé sur blé tous les ans. Après, on s'est dit, ben, on peut, parce qu'il y a l'agrochimie qui nous fournit plein de trucs qui permettent de faire ça. Oui, on peut, comme nous, on peut se nourrir tous les jours avec le même hamburger, mais on fera qu'on aille souvent à la pharmacie acheter soit des compléments alimentaires, soit des médicaments pour soigner les maladies qui arrivent. Ben, c'est pareil pour les sols. Donc il y a oui, c'est vieux. Dans les années 80, j'ai essayé de développer des cultures de légumineuses, de pois, de lupins, de févrole, de lin pour remplacer le soja d'import. Il faut rêver, hein, quand on est on s'est dit qu'on allait essayer de faire ça. Puis on s'est aperçu assez vite que quand on remplaçait le soja et une partie du maïs dans les rations des animaux, il y avait un effet bénéfique. Donc du sol, je suis passé aux vaches, sur la fertilité, la santé des vaches. Pour qu'une vache fasse du lait, il faut qu'elle ait un veau. Donc ça intéressait les éleveurs. Puis un jour, on s'est dit, mais on change la composition du lait, peut-être qu'il y a un impact aussi sur la santé de l'homme qui boit le lait. Euh, on a fait des études avec l'INRA, on a publié l'impact de ce que mangeaient les poules, les vaches, les cochons sur la qualité du lait, des œufs, des viandes. Et on a monté la première étude clinique en 99 de ce qui allait devenir Bleu Blanc Cœur, comme je disais tout à l'heure, où on a mesuré l'impact pas de ce que mangeaient les gens, mais de ce que mangeaient les sols et les animaux qui les nourrissent. Et depuis, bah, c'est comme la tomate qui s'épanouit. Depuis, ça grandit, ça se développe. Et on continue à mesurer. On vient de faire une étude. On a notre 7e étude clinique en cours et on vient de terminer de publier les résultats de l'avant-dernière, qui est avec des mamans allaitantes. Et c'est assez extraordinaire. Je peux raconter ça? Bien sûr. En été, 30 minutes d'exposition au soleil suffisent à couvrir nos besoins en vitamine D. Mais dès le mois d'octobre, les niveaux d'ensoleillement ne sont plus suffisants pour couvrir nos besoins. Et la supplémentation devient nécessaire pour la plupart des Français. Or, la vitamine D joue un rôle central dans de nombreuses réactions physiologiques, notamment la modulation du système immunitaire, la régulation des gènes, la vie cellulaire, la santé osseuse et musculaire. La D3 d'Unae ne coûte que 12 € et tu bénéficies de 10% de réduction avec le code Limitless. Ça serait dommage de s'en priver. Parce que c'est la 6e étude clinique. Mais celle-là, elle est intéressante parce que enfin, elles sont toutes intéressantes, mais celle-là a déjà une histoire ancienne. C'est-à-dire qu'on avait commencé à travailler sur un modèle animal, sur des souris, en 2000. C'était dans les années. On a publié en 2006, donc ça devait être 2004-2005. On travaillait avec un labo du CNRS sur l'impact de ce que mangeaient les souris sur le devenir des souriceaux. Et on avait travaillé sur 4 générations de souris. Et il y avait ce qu'on appelle aujourd'hui l'épigénétique, c'est l'impact de ce que mangeaient les mamans sur le devenir des filles, des petites filles, etc. Et au bout de 4 ou 5 générations, les souris qui mangeaient toutes la même chose devenaient de plus en plus grosses. Et à la 3e génération, elles étaient toutes obèses, pas en fonction de ce qu'elles mangeaient, en fonction de ce que mangeaient les mamans. Donc on a publié ça, on a réfléchi et on s'est dit, va falloir qu'on monte une étude chez les mamans pour voir si chez l'homme c'est pareil, logiquement. Entre-temps, on a financé des thèses et regardé ce que ça donnait sur des couples, truies porcelets, chèvres, chevreaux. On a publié tout ça, puis un jour on est arrivé à l'homme. Et puis en 2017, on démarre notre étude au centre hospitalier de Rennes, au CHU. Les mamans viennent à la visite du 6e mois, des mamans enceintes et en intention d'allaiter. Et on leur demande si elles veulent rentrer dans l'étude. Donc, si elles acceptent, elles sont tirées au sort. Et elles reçoivent soit un panier de produits Bleu Blanc Cœur toutes les semaines, soit un bon d'achat pour acheter exactement les mêmes produits, mais en leur demandant de ne pas acheter des produits Bleu Blanc Cœur, des produits conventionnels. C'est des magasins qui participaient à l'opération, qui fournissaient ça. Et il y a plein de labos de l'INRA, de l'INSERM, de l'Université de Rennes qui ont participé à l'étude. Donc on faisait des prises de sang aux mamans, on regardait surtout la composition du lait maternel et on regardait le microbiote du bébé. Et le lait maternel, c'est quand même un truc extraordinaire, hein. Quand on regarde de près, il y a c'est fabuleux. Enfin, c'est tout ce que la vie peut apporter pour le. Il y a il y a des lipides, mais il y en a des centaines de différents. Il y a tout un tas d'hormones, il y a des transferts d'immunité qui se font. C'est la vie qu'on redonne au bébé qui arrive. Donc on a regardé la composition du lait sous toutes ses formes à 21 jours après l'accouchement. Donc on n'avait rien changé, hein. Les mamans mangeaient toutes la même chose. Alors déjà, moi j'ai découvert toute la composition du lait maternel qui est absolument exceptionnelle. On ne peut pas considérer que le lait qu'ils appellent maternisé peut un jour ressembler
Il y a des oligosaccharides, il y a des immunoglobulines, il y a tout un tas de molécules, mais des milliers, hein, qui ont tout un rôle dans l'avenir du bébé. Et ça se détermine là, dans les 100 ou les 1000 jours qui entourent la naissance. Et donc on a demandé aux mamans de donner du lait et du sang, mais surtout du lait 21 jours après l'accouchement et 45 jours. Et on a aussi été regarder dans la couche des bébés la composition du microbiote du bébé, qui est lié à ce que mange la maman, et donc dans notre cas, à ce que mangeaient les animaux et les plantes qui nourrissaient la maman. Et donc 21 jours après l'accouchement, on avait dans toute étude, il faut déclarer ce qu'on appelle un critère de jugement principal, qui était la teneur en oméga 3 du lait de la maman. Important parce que cette teneur en oméga 3 du lait de la maman, il y a des lactariums, on connaît la composition du lait, et cette composition, elle n'arrête pas de baisser, et le rapport oméga 6, oméga 3 qui est déterminant pour l'avenir du bébé, pour le développement de l'obésité, des maladies métaboliques à venir. Depuis les années 60, le rapport oméga 6, oméga 3 dans le lait, qui est un critère mais hyper important, est passé d'un rapport de 5 à un rapport de 15 à 20 en Occident. C'est pas les mamans ont un peu changé de manger, mais la façon de produire les aliments, là on retrouve ce fil que tu décrivais, qui va du sol jusqu'au sein. La façon de produire les aliments a terriblement changé. Et donc, on avait annoncé ça comme critère de jugement principal. Et en fait, on a inversé la tendance. Ce rapport oméga 6, oméga 3 qui était passé en quelques décennies d'un rapport de 5, quel rapport idéal, à un rapport de 20. On l'a redescendu à 10 en quelques semaines, en 4 mois, les 3 mois avant et le mois d'après, uniquement en changeant ce que mangeaient les animaux, essentiellement, et les sols. C'est fantastique, parce que c'est l'avenir du bébé. Les oméga 3, c'est la constitution du cerveau, c'est la constitution du tissu nerveux. Et ça a augmenté de 48% en moyenne, de 75% en médiane. Donc c'est pas rien, hein, c'est vraiment beaucoup. Et puis on a vu bouger tout un tas de choses dans les HMO, là, les Human Milk Oligosaccharides, dans les teneurs en immunoglobulines. Toutes les molécules de l'immunité ont changé dans le bon sens. Et le microbiote du bébé a changé, il est plus divers. Et c'est un essai que je trouve extraordinaire, parce que d'abord pour ce que ça veut dire en termes de transfert de la santé du sol à l'animal, à la maman, et puis au bébé, c'est à la fois dans le temps et dans l'espace. Et puis c'est extraordinaire parce qu'on ne comprend pas bien tout. On peut comprendre en biochimie simple, allez, je mets des oméga 3 qui viennent de l'herbe ou du lin dans l'alimentation des vaches, ça passe dans le lait, ça nourrit la maman. Mais tout le reste, l'insuline, les immunoglobulines, les interleukines, tout un tas de molécules qui sont des protéines de l'inflammation, de l'immunité qui bougent, le microbiote du bébé qui bouge. On voit bien que ce lien que tu décrivais bien en regardant pousser le plant de tomate, tout ce lien qui part du sol, on le retrouve dans la composition du lait, dans la composition du microbiote. Et pour moi, c'est un essai extrêmement impliquant, extrêmement joli. Voilà. Ouais, c'est une belle histoire. On voit à quel point, en plus, ça t'émerveille de voir toute cette diversité, toute cette vie dans le lait maternel. Et d'ailleurs, c'est fou de se dire qu'à une époque, on a dit aux mamans que le lait maternel, en réalité, n'était pas suffisamment complet, qu'il valait mieux prendre du lait en poudre. Moi, maintenant, je suis déçu parce que ma maman, elle m'a pas allaité. Tu te rends compte de ce que je serais devenu? Et justement, ça m'emmène à une question, parce que tu parlais de ces souris, de cet impact épigénétique sur l'alimentation des parents et la façon dont ça modulait l'expression des gènes chez leurs enfants. On sait aujourd'hui que j'ai vu des études qui m'ont halluciné sur la proportion d'enfants, même de très jeunes, à partir de 6 ans, en surpoids ou obèses. Et tu te dis, les pauvres, ils ont pas encore vraiment leur libre arbitre, ils n'ont pas vraiment choisi la façon dont ils allaient vivre, et ils sont déjà, entre guillemets, condamnés à être obèses ou en surpoids et à se battre avec ça toute leur vie d'adulte plus tard. Dans quelle mesure, parce que tu disais, oui, ces souris, et là, même dans ton cas, tu n'as pas été allaité, dans quelle mesure est-ce qu'il te reste quand même un pouvoir, une fois adulte, pour infléchir ce déterminisme et retrouver la santé? Est-ce que tout est foutu ou il y a quand même quelque chose à faire? Non, l'étude qu'on avait faite sur les souris,
Et il y a eu 2 articles qui ont été produits. Le premier s'appelait Temporal Change in Dietary Fat and Impact on Childhood Obesity, les changements dans la chaîne alimentaire et l'impact sur le développement de l'obésité. Le deuxième s'appelait A Western-like diet is sufficient to enhance obesity through generation. Un régime de type occidental est suffisant pour induire l'obésité. Donc ça, c'est la cause. Après, on le sait, quand on a analysé nos souris, les souriceaux à la naissance, quand les mamans avaient mangé ce régime occidental, très riche en oméga 6, très pauvre en oméga 3, parce qu'on a changé notre façon de produire, les souris, elles avaient déjà tous les gènes de l'inflammation qui étaient surexprimés. Donc c'était des futures candidates, elles le sont devenues, à l'obésité, mais aussi au diabète et aux autres maladies. Et c'était pas de leur faute, c'était de la faute de la maman. Et quand je racontais ça justement aux étudiants, ils me disent, mais alors, tout est de la faute de nos grands-parents, nous on n'y peut rien. Ben non, parce qu'on a continué, on a remis ces souris-là. Il y avait ces high fat generation, il y avait 1, 2, 3, 4 générations de souris qui avaient été nourries avec ce régime Western Diet. Et ensuite, on les a remis pendant 2 générations dans un régime normal, un régime, on va dire, bleu blanc cœur. Et au bout de 2 générations, ça revenait à la norme. Donc, on a quand même le pouvoir de changer les choses. On n'est pas déterminé à la naissance par ce qu'ont mangé nos parents. Et c'est quand même une belle morale. Ça revenait à la normale. Tu me rassures, Pierre. Bon, on parle pas mal de cet équilibre oméga 3, oméga 6. Je sais que mes auditeurs, normalement, sont bien au fait du sujet, mais je vais quand même rappeler que on a tendance à diaboliser les oméga 6. En réalité, ils sont potentiellement pro-inflammatoires, mais l'inflammation est utile. Elle nous permet de répondre à des stress aigus, à des maladies, etc. Simplement, on pourrait les voir peut-être un petit peu comme une forme de feu intérieur. Et de l'autre côté, ça doit être mis en perspective avec les oméga 3 qui ont un effet anti-inflammatoire. Et donc, après avoir cette réponse aiguë, il faut la compenser. Et donc, d'où la nécessité, je simplifie volontairement, tu pourras compléter, évidemment, c'est ton sujet. D'où cette nécessité d'avoir un équilibre entre les deux, que le feu soit mis en perspective avec la quantité de pompiers qu'on a à disposition. La problématique, c'est que notre alimentation moderne est très riche en oméga 6 à plein de niveaux. Déjà parce que dans les produits ultra transformés, on utilise beaucoup d'huile végétale, d'huile de tournesol, etc., qui ont un ratio déséquilibré. Et la deuxième raison, c'est que on utilise ces mêmes céréales pour nourrir les animaux qu'on mange. Et donc, évidemment, leur alimentation modifie leur propre profil d'acide gras. Et lorsqu'on mange ces animaux, eh bien, on entretient ces équilibres. Et donc, j'ai vu des études et des analyses comme ça en labo de viande de bœuf nourrie à l'herbe avec des ratios. Moi, j'analyse ma propre viande, d'ailleurs, qu'elle soit labellisée ou pas. En fait, l'important, c'est surtout qu'elle soit nourrie à l'herbe. Eh bien, en fait, on s'aperçoit que quand on fait ce pourquoi la nature est faite, c'est-à-dire qu'une vache est censée manger de l'herbe, ben, naturellement, elle a un bon profil lipidique. Et donc, un ratio oméga 3, oméga 6 de 1 pour 2, par exemple. Par contre, sur du bœuf conventionnel hors sol, bon, qui est une atrocité, je pense, sur le plan du bien-être animal et de l'environnement, en plus d'être une aberration d'un point de vue micronutritionnel et acide gras, eh bien, on est sur des ratios de 1 pour 15, 1 pour 20. Donc, quelque chose qui est extrêmement déséquilibré. Et ce qui est paradoxal, c'est que après, derrière, on diabolise la viande rouge en disant la viande rouge nous tue, etc. Les acides gras saturés, c'est pas bon, machin. Et en réalité, quand on regarde les études, bon, bah, déjà, elles se contredisent pas mal. Il y a souvent des biais, notamment le biais de l'utilisateur en bonne santé, qui dit que eh ben, quelqu'un qui va manger moins de viande ou qui va être végétarien, souvent, c'est quelqu'un qui est plus attentif à sa santé. Et donc, naturellement, qui aura d'autres comportements annexes qui peuvent fonder le fait qu'il soit en meilleure santé, indépendamment du fait qu'il mange ou non de la viande. Mais quoi qu'il en soit, ces études sur la viande, eh bien, on différencie pas le fait que la viande soit bio, bleu, blanc, cœur, ou qu'elle soit de la viande industrielle, ou même parfois qu'elle soit de la viande transformée et qu'en fait, ce soit des espèces de résidus de l'industrie agroalimentaire qu'ils ont mixés ensemble pour faire des espèces de saucisses snacky qui ressemblent à rien de vivant en réalité, et qui est mis dans un pain baguette, donc rempli de glucides raffinés, avec du ketchup et de la mayo. Bah voilà, si ta consommation de viande rouge, entre guillemets, elle est élevée, mais qu'en fait, c'est des hot dogs et des burgers, ça n'a quand même rien à voir avec une consommation raisonnée d'une viande de qualité issue de bœuf élevé à l'herbe. Est-ce que tu veux me raconter un peu, Pierre, pourquoi est-ce que tu as mis à ce point-là l'emphase sur les oméga 3 peut-être compléter ce que j'ai dit sur le ratio oméga 3, oméga 6 si tu trouves que mon explication était imparfaite, et terminer par... pourquoi est-ce que tu as voulu aller plus loin, ou en tout cas apporter une garantie différente que le label agriculture biologique? Alors, pourquoi les oméga 3? Ben, c'est un peu le hasard et puis le timing de tout ça.
Moi, je racontais que je m'étais intéressé à la production de légumineuses et de graines de lin pour remplacer le soja dans les années 80. Et, et on avait fait une étude en 94. C'est la première fois que j'avais signé une publication scientifique sur des vaches qui mangeaient ce mélange-là avec des graines de lin et du soja, versus un groupe témoin qui mangeait du maïs et du soja. Et on avait vu des choses qu'on attendait sur la composition, la production, mais on avait eu deux surprises. La première, c'est que les vaches, donc c'est dans une station expérimentale de l'INRA et de l'Institut de l'élevage. Les vaches, je raconte un peu ça en détail parce que c'est vraiment le Vas-y, point de vas-y. départ. Et donc les vaches mangeaient autant, mais ou plutôt elles mangeaient moins dans le groupe de ce qui allait devenir bleu blanc cœur, donc le groupe des vaches qui mangeaient du lin, de la luzerne, de la févrole, etc. Et elles produisaient autant. Et puis elles se reproduisaient mieux. Elles prenaient le veau 14 jours plus tôt. Et on n'avait absolument aucune explication pour ça. Et par le plus grand des hasards, il y a une stagiaire de l'INRA dont le copain faisait une thèse sur les oméga 3. Il m'a dit, mais peut-être que dans le lin, pas dans les légumineuses, mais dans le lin, comme dans l'herbe, il y a ces acides gras qu'on appelle l'acide alpha-linolénique, qui est le précurseur de tous les oméga 3, qui est le précurseur des prostaglandines. Dans le maïs, c'est l'inverse. On a des oméga 6. Dans le soja aussi, qui vont être les précurseurs d'autres prostaglandines. Peut-être que c'est ça qui joue sur le cycle de la fertilité et de la fécondation. Il faut se remettre dans le contexte. Hein. Les gens qui avaient eu le prix Nobel sur la synthèse des prostaglandines, les oméga 6 et les oméga 3, c'était en 82. Là, on est en 94, donc c'est pas très connu encore à l'époque. Donc, Internet devait exister, mais moi, je ne savais pas m'en servir. Donc, je vais dans les bibliothèques universitaires, je regarde et je découvre qu'effectivement, on parle d'un déficit en oméga 3 dans la population française et que c'est embêtant. Il y a déjà des premiers rapports qui disent ça. Et là, ben, c'est lié à mon histoire. Donc, moi, j'avais une vision d'agronome. Je ne voyais pas les oméga 3 comme des compléments qu'on vendait à la pharmacie. Je voyais ça comme un composant essentiel de l'herbe. Comme un composant essentiel de certaines graines atypiques comme la graine de lin, mais qui était absent du maïs qui se développait fortement à l'époque, du soja que tous les animaux ruminants ou non mangeaient. Et lui, mais finalement, s'il y a un déficit dans la population française et si ce déficit cause des problèmes, peut-être c'est parce qu'on a changé la façon de nourrir les animaux. Tu vois toujours ce lien qui commençait à se matérialiser entre ce qui se passe dans les champs et ce qui peut se passer dans nos corps. C'est parti de là. Et donc, on s'est intéressé à ça. Donc, j'ai été analysé de l'herbe, du lait, ce que je racontais tout à l'heure. Et j'ai vu qu'effectivement, il y avait des différences énormes entre les lipides animaux. On l'a publié un peu après. Et on le regarde. Aujourd'hui, les lipides animaux, essentiellement les produits laitiers, mais aussi les lipides du cochon. On mange beaucoup de rillettes, de charcuterie, etc. Les œufs, etc. Les lipides animaux, c'est encore aujourd'hui un peu plus des 2 tiers des lipides qu'on consomme. Les lipides végétaux, c'est le tiers restant. Même s'il y a des margarines, même s'il y a des huiles végétales, ça reste les animaux qui sont la principale source de lipides. Et la composition de ces lipides, elle est dépendante à 100% de ce que mangent les animaux. Pas de l'animal lui-même, mais de ce qu'il mange. Et donc, c'est parti de là. On s'est intéressé à ça. Pour rebondir sur l'explication que tu donnais des oméga 6 et des oméga 3, c'est marrant l'histoire du feu et du pompier. Moi, je parle du frein et de l'accélérateur. Et en nutrition, il n'y a jamais de bonnes et de mauvaises molécules. Il y a toujours des équilibres, des harmonies, des bons équilibres. Le bon équilibre entre le feu et le pompier, ou entre... évidemment, quand tu as un virus qui arrive, quand tu as un problème qui arrive, il faut une inflammation. Si tu n'as pas d'inflammation, tu survis pas. Par contre, à un moment, et c'est les oméga 6 des membranes cellulaires qui déclenchent l'inflammation, qui déclenchent la résistance au virus. Mais à un moment, faut s'arrêter. Donc, c'est les oméga 3 des membranes qui disent, allez, la partie est finie. Et si on a trop d'oméga 6, et ben l'inflammation ne s'arrête pas. C'est ce qu'on appelle des maladies inflammatoires à bas grade. Et les maladies inflammatoires à bas grade, ben, c'est quasiment toutes les maladies qu'on connaît aujourd'hui, qu'on appelle épidémiques et non infectieuses, le diabète, l'obésité, mais aussi la dépression, les maladies neurodégénératives, certains cancers, etc. Et pour compléter ça, pourquoi est-ce que l'inflammation démarre? Souvent parce qu'il y a quelque chose qui arrive dans la cellule qui ne lui plaît pas. Je caricature un peu. Et ça peut être quoi, ce qui arrive dans la cellule et qui lui plaît pas? Ça peut être ce qu'on appelle des radicaux libres. Et les radicaux libres, alors, ben, c'est produit quand on respire.
c'est l'oxydation. Alors, c'est normal de s'oxyder, hein. Si on s'oxyde pas, on vit pas. Mais si on s'oxyde trop, on déclenche des radicaux libres. Je raconte ça parce que c'est tout ce lien. Et tu peux même approfondir un petit peu parce que je suis pas sûr que ce concept d'oxydoréduction, etc., ce soit hyper bien compris par tout le monde. Donc, si tu arrives à l'exprimer de façon simple, ce qui est un défi, je pense que ça intéressera beaucoup. Et d'ailleurs, tu disais même que le sol s'oxydait. Et c'est vrai que moi, ce stress oxydatif, j'en ai conscience, mais je l'ai toujours vu et étudié à l'échelle de l'organisme, sans penser au fait que c'était aussi une réalité potentiellement pour les plantes, pour le sol, etc. Eh ben écoute, puisque tu me donnes l'occasion, je vais élargir un peu. En fait, la vie sur Terre, ça commence par la synthèse chlorophyllienne. Toute l'énergie qu'il y a sur Terre, quasiment toute, hein. Donc la capacité des feuilles à capter et à transformer la lumière du soleil Ouais. en énergie. Et ça, c'est une réduction. C'est-à-dire que la plante va capter le CO2 qu'il y a dans l'air et va mettre de l'hydrogène dessus. Et ça va faire, classiquement, CO2 plus H2O. Et ça va faire C6H12 aussi, ça va faire un glucose, ça va faire des sucres. Et ça, c'est une réduction. C'est-à-dire qu'on enlève la plante enlève de l'oxygène, met des hydrogènes dessus. Donc c'est une réaction de réduction. Et par ce principe-là, elle crée de l'énergie. Eh ben, oui, et crée de l'énergie. La réduction crée de l'énergie. Même le pétrole, hein, c'est de la synthèse chlorophyllienne d'il y a 400 millions d'années. Donc toute notre énergie vient de là, d'une réduction. Il y a un prix Nobel qui s'appelle Albert Szent-Györgyi qui disait la vie sur Terre est un petit courant électrique entretenu par le Soleil. Et c'est vrai, c'est ces flux d'électrons, les photons, etc. Donc, on commence par une réduction. On enlève de l'oxygène, on met de l'hydrogène. Et puis après, cette réserve d'énergie, ces sucres fabriqués par la plante, ils sont transformés. Ils sont transformés par la plante, ils sont transformés par l'animal ou l'homme qui va les manger. Et ça, c'est une réaction d'oxydation. C'est-à-dire qu'on va brûler ce sucre, on va enlever l'hydrogène et on va mettre de l'oxygène. C'est la définition biochimique de l'oxydation, hein. Les chimistes purs parlent de flux d'électrons, nous on parle d'hydrogène et d'oxygène. Et donc on brûle cette énergie fabriquée par la plante dans une réaction de réduction, on la brûle dans nos mitochondries avec une réaction d'oxydation. Donc on produit de l'énergie, on produit des ATP, mais en faisant ça, forcément on a quelques oxygènes qui s'échappent, qu'on appelle les oxygènes singulés, qui sont des électrons libres. C'est normal, hein, c'est pas dramatique. Au contraire, ça peut mettre un signal de l'organisme. Donc on produit des radicaux libres. Et ces radicaux libres, l'organisme, il sait s'en débarrasser. Il y a des antioxydants qui vont les capter, des antioxydants endogènes, enzymatiques, qu'on sait fabriquer. Pour ça, on a besoin de quelques molécules, quelques métalloenzymes, des trucs qu'on doit trouver dans notre alimentation, mais on sait faire. Et puis, s'il y en a vraiment trop, pourquoi? Parce qu'on s'oxyde beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on s'oxyde beaucoup? Parce qu'on est stressé. Alors, c'est marrant parce que les agronomes parlent du stress du sol, on parle du stress des plantes, on parle du stress des animaux, de notre stress à nous. C'est toujours le même, hein. Ça se mesure en millivolts, c'est ces flux d'électrons. Quand on est stressé, alors, si on fait trop de sport, forcément, on va beaucoup s'oxyder, on va beaucoup respirer, on va produire beaucoup de radicaux libres. Si on a un stress de la vie, on va trop respirer, on va produire trop de radicaux libres. Et ces radicaux libres, ils doivent être captés, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, ils sont captés facilement par nos antioxydants enzymatiques, endogènes. Sinon, faut que l'assiette nous donne un coup de main. C'est-à-dire qu'il faut trouver dans l'assiette ces antioxydants. Il y en a plein qui viennent des végétaux, qui ont été métabolisés par les animaux. Et si ça suffit pas, parce que notre alimentation n'a pas cette densité nutritionnelle en antioxydants, ou parce qu'on continue à trop stresser, à trop s'oxyder, il y a une deuxième voie qui se met en route dans la cellule, c'est l'inflammation. Et là, la cellule lutte contre les radicaux libres en excès, déclenche de l'inflammation. Et là, c'est le rapport oméga-6, oméga-3 qui joue. Donc, je ne sais pas si je suis suffisamment simple, mais en gros, ça commence par un équilibre pro-antioxydant. La vie, c'est des équilibres. Forcément, on produit des radicaux libres, mais on doit avoir dans l'assiette de quoi les capter. Et puis, si ça suffit pas, ça déclenche de l'inflammation. Et là, l'équilibre oméga-6, oméga-3, le feu et le pompier, le frein et l'accélérateur doivent jouer. Et si ça suffit pas, il y a une troisième voie métabolique qui se met en route, AP1, et c'est la mort de la cellule. Donc tout au long de la vie, finalement, de cette biologie, de cette chimie du vivant, c'est des équilibres qui impliquent pas seulement ce qu'on fait nous, mais aussi ce qu'ont fait les plantes, les végétaux, les sols. Et ce lien stress-oxydant-inflammation, c'est l'équilibre de la vie, quoi, au sens...
Je me permets une petite parenthèse, c'était très très clair, Pierre. Je rajoute juste, donc déjà pour encore plus simplifier sur la partie stress-oxydant, on peut imaginer ça, les radicaux libres, comme des molécules instables, peut-être comme une molécule folle qui part dans tous les sens. Oui. Et si elle n'est pas captée, ben, potentiellement, elle va aller attaquer des membranes cellulaires, elle pourrait les traverser, peut-être un peu comme une balle de fusil. Et donc, le rôle des antioxydants, ben, c'est de les attraper pour les stabiliser et arrêter qu'elles partent dans tous les sens. J'ai un prof de chimie qui disait, de biochimie, qui disait un électron célibataire, voilà. Un électron célibataire, c'est un célibataire, donc il tire sur tout ce qui bouge. Magnifique. J'adore l'idée. Et ces antioxydants, en fait, ça regroupe un tas de molécules. On a des polyphénols, etc. Mais en fait, en réalité, beaucoup de vitamines sont des antioxydants. Donc, quand on parle d'antioxydants, on a souvent l'impression que c'est des molécules à part. En fait, c'est juste une grande famille de molécules diverses. Et donc, les vitamines font partie, enfin, certaines vitamines font partie des antioxydants. Et sur cette notion sur la relation entre le stress, les radicaux libres et l'inflammation, parce que tu disais tout à l'heure, oui, potentiellement, cette inflammation de bas grade, c'est ça qui fonde la plupart des maladies métaboliques. Tu vois, peut-être que certains ont du mal à comprendre comment le fait d'être en surpoids ou obèse, par exemple, joue un rôle là-dedans. Et donc, en fait, ce surpoids, cette obésité est un stress pour le corps, donc augmente ce stress radicalaire de façon chronique, constante. Et donc, de l'autre côté, elle doit être captée par ces antioxydants apportés potentiellement par l'alimentation, mais comme ce stress est constant, mais potentiellement on a du mal à le tamponner, et donc ça crée une inflammation chronique, et c'est une des raisons pour lesquelles le fait d'être en surpoids ou obèse, par exemple, augmente c'est une des raisons, parce qu'il y en a plein d'autres, mais augmente le risque de plein d'autres maladies. Et après, on a un côté systémique. Souvent, quelqu'un qui va être en surpoids va avoir des maladies cardiovasculaires, etc. Et donc, elles sont toutes un peu liées. C'est pour ça qu'on les met ensemble et qu'on parle de maladies métaboliques plutôt que de parler seulement de diabète, de trucs, etc. Souvent, elles vont un peu ensemble, quoi. C'est le package. Écoute, moi, c'est exactement ça. Puis avoir découvert au fil du temps que tout ça, c'est régi par des équilibres de la nature, parce qu'il faut des antioxydants, il faut des oméga-6, il faut des oméga-3. Les antioxydants, tu as raison, il y en a plein. Il y en a aussi dans les fermentations, on mange des produits fermentés. C'est un peu ballot, on a inventé la fermentation pour conserver les aliments à une époque où on manquait vraiment de calories, puis on a nourri des bactéries pour qu'elles nous fassent des produits fermentés. Il y a un intérêt. Dans le fromage, il y a des antioxydants qui se développent par la liste des protéines du lait. Dans le lait, il y a des acides gras qui ont un rôle antioxydant. Et cet équilibre oxydation-inflammation, cette suite d'équilibre, c'est vraiment ça qui fait qu'on ne peut pas être en bonne santé sur une planète malade. Et je peux raconter un truc, si tu veux, c'est pas une étude humaine, c'est une étude qu'on a fait sur des souris à une époque où je ne sais plus quel organisme international a classé la viande rouge dans les aliments cancérogènes. Et en fait, le labo, ça faisait longtemps qu'il y avait un lien statistique entre plus les gens mangeaient de viande rouge et de charcuterie, plus la fréquence de cancer de côlon augmentait. Mais on ne savait pas bien pourquoi. Et puis, il y a plein de théories. C'était lié à la cuisson, c'était lié aux graisses saturées. Et puis, c'est un labo français, finalement, qui a mis en évidence que non, c'était le fer. C'était le fer de la viande rouge et des charcuteries qui créait une peroxydation au niveau du gros intestin qui déclenchait le cancer du côlon. Et on a discuté avec les gens de ce labo et on a fait une expérience sur d'abord sur des bœufs. On a nourri 3 types de bœufs, soit avec le régime classique maïs-soja, soit on complémentait avec des graines de lin, donc avec des oméga-3, soit un régime bleu-blanc-cœur complet avec la variété et avec une quantité à la fois d'oméga-3 anti-inflammatoires et de molécules antioxydantes dans l'alimentation des bovins qu'on retrouvait dans la viande. Et cette viande, on l'a donnée à des souris. Et on a compté les cryptes précancéreuses qui se développaient dans des souris qui mangeaient la moitié de leur régime, c'était de la viande rouge. Hein. C'est toujours oui, au début, quand tu m'as dit on l'a donné à manger à des souris, et là, il y a une partie de ma tête qui s'est dit une souris, c'est pas fait pour manger des graines à la base. Si, et là, 50% de leur régime, c'est de la viande rouge. Donc, c'est des conditions très extrêmes. Hein. C'est pas des trucs. Mais c'est quand même intéressant parce que par rapport aux souris standards, celles qui mangeaient de la viande rouge faisaient plus de cryptes cancéreuses. Celles qui mangeaient de la viande rouge avec des oméga-3 dans la viande qui venaient du lin qu'avaient mangé les bœufs, ben, elles en faisaient pas plus, elles en faisaient un peu moins. Et c'est celles qui mangeaient de la viande qui contenait
contenait à la fois des anti-inflammatoires oméga 3 et des antioxydants, ils en faisaient significativement moins. Donc tout à l'heure, tu disais, il n'y a pas la viande rouge. Ça, c'est un exemple extrême sur un modèle expérimental, etc. Mais je retrouve ce lien qui m'a fait ma vie professionnelle, hein. Ce lien entre ce qui se passe dans le sol, ce qui se passe... Il y a une infinité d'antioxydants. Si on ne maîtrise pas le rapport pro-antioxydant, on déclenche de l'inflammation. Et tout ça déclenche des maladies. Et sur ce modèle extrême des souris, on a montré que ce n'était pas la viande rouge, c'était là ce qu'avaient mangé les animaux. Qui avait déclenché ces cryptes et ces lésions précancéreuses. Donc c'est je sais pas, peut-être un exemple compliqué, mais il est intéressant pour montrer que quand tu regardes la viande rouge, la composition de la viande rouge, je lisais un papier d'une université californienne dans le train ce matin, c'est incroyable le nombre de molécules qu'ils ont analysées. Et avec des différences qui sont énormes en fonction de la façon dont les bovins ont été nourris, quoi. Donc tu peux pas dire il y a un type de tomate, un type de viande. Évidemment qu'il faut des 5 fruits et légumes, les critères du PNNS, etc. C'est intéressant. Mais par rapport à ce que je disais au tout début, on ne peut pas vivre en bonne santé sur une planète malade. Si la planète ne te donne pas la bonne densité nutritionnelle, que ce soit dans les tomates, les pommes, les œufs, les viandes, etc., ça ira pas. Il faudra aller compléter à la pharmacie et c'est pas souhaitable. Donc il y a tout un travail. Alors je veux pas passer pour le type qui donne des mauvais messages, parce que le vrai message qui est le mien à l'âge que j'ai, c'est de dire on a quand même réussi à changer les choses. On n'a pas changé le monde, mais on a bien essayé, puis on a commencé. Et il y a plein de gens qui changent leur façon de produire. Et le fait de mesurer, ça change beaucoup de choses. Quand tu disais, moi je mesure la qualité de ma viande, quand tu mesures, tu te donnes un objectif. J'arrive pas chez un paysan en disant, voilà, il faut que tu produises comme ça parce que moi je sais. Et on discute avec, on lui dit, voilà, à mon avis, le bon objectif, c'est un rapport oméga 6, oméga 3 dans la viande de 2 ou dans l'œuf de 5, etc. Comment on fait? C'est lui qui choisit. Il va mettre de l'herbe, il va enlever le maïs, il va mettre de la luzerne. Mais on partage un objectif. Et à partir du moment où tu mesures, c'est comme toi quand tu vois pousser ta tomate. Ça change tout, une obligation de résultat. C'est pas... Il y a un éleveur qui m'avait dit à Bleu-Blanc-Cœur, on ne parle pas de cahier des charges. Parce qu'une fois, il y a un agriculteur qui s'est levé dans l'Aveyron dans une réunion et qui a dit, moi, quand il y a des charges, je n'en veux pas les charges qui me tombent dessus, je veux qu'on parle de cahier des ressources. À moi de mobiliser mes ressources pour l'obligation de résultat, pour que je vois, comme toi tu vois grandir la tomate, pour que je vois la qualité de mon lait, de ma viande, de ma tomate, etc. C'est passionnant, rempli de bon sens. Je refais une petite parenthèse sur la viande rouge, ce qu'on a dit sur elle et les acides gras, parce que on a dit que les oméga 3 et les oméga 6 ils sont diabolisés, mais ils sont utiles aussi. Tout est utile, il faut juste qu'il y ait un équilibre. Les acides gras saturés, ils ont souvent été diabolisés, ils sont utiles aussi. C'est d'ailleurs à la base de la production de la plupart des hormones stéroïdiennes. Et maintenant, d'ailleurs, il y a des études qui montrent que, on disait que les acides gras saturés augmentaient le cholestérol. Et en réalité, a priori, la majorité du cholestérol sanguin est produit par le corps et il adapte sa production en fonction des apports alimentaires. Par contre, ce qui pose plus un problème, visiblement en tout cas, c'est les glucides raffinés, beaucoup plus que l'apport d'acides gras saturés. Donc tout ça pour dire aussi que ça doit nous pousser à être humbles vis-à-vis des interprétations des études, parce que pendant tout un temps, on a pensé que le problème, c'était la viande rouge ou les produits laitiers qui nous apportaient les acides gras saturés. Et maintenant, on en est à se dire qu'en fait, c'était pas le bout de fromage ni ton morceau de steak, mais c'était le pain sur lequel tu mettais ton fromage ou le pain burger dans lequel était ton steak. Donc voilà. Et sur cette logique de mesurer, je trouve ça hyper intéressant en fait. Si tu veux, moi, je suis parti au début avec un cahier des charges pour Pharos où je voulais garantir 3 choses: le bien-être animal, la valeur environnementale et la densité nutritionnelle. Pour garantir la densité nutritionnelle, je voulais savoir vraiment ce que j'avais dans mon produit. Et donc, ce que j'ai découvert moi, je suis pas du tout du monde de l'agroalimentaire. Donc, j'ai un regard naïf là-dessus. Et c'est à la fois mon défaut et en même temps, c'est grâce à ça que je peux innover. Et par ce regard naïf, je me suis dit, comment est-ce que je fais pour savoir la quantité, donc bien sûr, le profil d'acides gras, oméga 3, etc. Mais combien est-ce qu'il y a de CLA? Combien il y a de telles vitamines, de tels minéraux, etc. Donc, je regarde et puis on me dit, en réalité, les marques utilisent des tables SICAL et elles font des multiplications. Donc, les tables SICAL, c'est une espèce de table de référence pour un produit donné. Et donc, moi, j'ai 80% de viande de muscle, 15% de foie, 5% de cœur.
bon, ben voilà, sur la table ossicale, je vois que dans le foie, il y a ça, 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 ça. Dans le cœur, il y a ça, 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 ça. Et puis dans le muscle, il y a ça, 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 ça. Et je fais mes multiplications en fonction des proportions. Et à la fin, je peux dire, bah voilà, j'ai telle quantité de vitamines, j'ai telle quantité de minéraux. Mais en réalité, c'est une table de référentiel qui a été faite sur quoi? Moi, j'ai aucun contrôle là-dessus, tu vois. Et donc, j'ai eu envie de faire mes propres analyses en labo. Donc, j'ai analysé le macro, le micro, les profils d'acides gras et même les métaux lourds. Parce que j'étais intéressé de voir, tu vois, j'ai un peu cet adage de dire l'excellence sinon rien. Et pour moi, l'excellence, avant même de parler et d'essayer de valoriser la richesse nutritionnelle de la nature, c'est d'abord ne pas nuire. Et ne pas nuire, bah, c'est regarder un petit peu ce qu'on apporte, tu vois. Et donc, j'ai fait mes propres analyses et en réalité, je suis tombé à des résultats qui étaient complètement différents de ce que j'avais au début modélisé avec mes tables ossicales. Et tu vois, c'est pareil, je parlais tout à l'heure des sardines avec les oméga 3. Bon, bah, en réalité, ils se basent sur l'analyse d'une sardine qui a peut-être été cuite dans certaines conditions à la vapeur, où ils ont laissé peut-être tu vois, les intestins dedans, la tête, j'en sais rien. Tu vois, moi j'achète des sardines surgelées et je les fais cuire au vitaliseur. Donc le vitaliseur, c'est un cuit vapeur, vitaliseur de Marion, que j'adore. Et Marion Caplan, exactement. Enfin, d'ailleurs, je fais une parenthèse sur les fruits et légumes. Sur les légumes, en l'occurrence, je fais cuire des légumes au vitaliseur. Tu vois, on parle de cette sagesse, entre guillemets, qui rétablit à la fois la partie valeur nutritionnelle et santé, et en même temps le goût, etc. Ben, franchement, tu fais cuire un légume au vitaliseur de Marion, il est délicieux, quoi. Tu as juste besoin de rajouter un peu d'huile d'olive, un petit peu de sel de Guérande et quelques herbes de Provence sauvages. Bah, c'est super, quoi, on se régale. T'as pas besoin de faire quelque chose, de devenir un grand chef, parce que le produit de base, il est bon et il n'a pas été dénaturé par sa cuisson. Bref, je m'égare. Et donc, je fais cuire mes sardines. Elles sont entières. Elles ont la tête, elles ont les intestins, etc. Ensuite, potentiellement, je me fais une petite mayonnaise maison avec de l'huile d'olive, un œuf, idéalement bio bleu blanc cœur. Bon, voilà, je fais ma propre mayonnaise avec de l'huile d'olive, donc pas avec de l'huile de tournesol, en l'occurrence, qui est riche en oméga 6. Et donc mes sardines, je les mets entières avec les intestins, etc., la tête, les nageoires, et je les mixe avec cette mayonnaise. Bon, ça me fait une jolie petite rillette de sardines. Je mange pas trop de glucides, donc je vais juste la manger comme ça dans mon assiette avec une salade. Je vais être très content. Si on laisse de côté la mayonnaise, est-ce que la préparation que je viens de faire avec ma sardine, elle va avoir la même teneur en vitamines, en minéraux et en oméga 3 que celle que j'achète en boîte, qui a été cuit, préparé, etc., de façon complètement différente. Et tu vois, et au final, t'en sais rien, tu vois. Et donc, je trouve que c'est intéressant de remettre un petit peu de remettre en doute. Le but, c'est pas de mettre en doute tout ce qu'on fait et tout ce qu'on mange. Mais je prends un dernier exemple parce que je trouve qu'il est encore plus évocateur. Plutôt que de parler de mes sardines, j'aurais dû parler de ça. L'huile d'olive. Il y a plein d'études qui montrent que le régime méditerranéen, c'est le meilleur. Soi-disant. Et l'une des choses qui font des bienfaits du régime méditerranéen, c'est la consommation d'huile d'olive. Outre les acides gras monoinsaturés, machin, il y a la teneur en polyphénol de l'huile d'olive. Et donc là, tu te dis, bon, bah, je vais manger beaucoup d'huile d'olive, ça va me faire du bien, et parce que ces polyphénols, c'est des antioxydants, justement. Ils jouent contre ce stress radicalaire dont on a parlé précédemment. OK. Et après, tu achètes de l'huile bio en grande surface, Puget, non filtrée. Tu vois, c'est une jolie bouteille, elle a l'air super, le truc qui te semble bien brut, bien naturel. Et en fait, tu regardes derrière, déjà, c'est écrit mélange d'huile d'Union européenne et hors Union européenne. Donc tu te dis, bon, bah déjà, voilà. Potentiellement. Et donc, quand tu commences à t'intéresser à l'huile d'olive, tu t'aperçois que le moment de la récolte, le moment de... Tu vois, quand je dis le moment de la récolte, c'est-à-dire qu'il faut que les olives, elles soient vertes, qu'elles ne soient pas tombées au sol, parce que sinon, elles commencent à fermenter. Le temps entre l'oliveraie et le moulin joue aussi sur cette fermentation. Tous ces éléments-là jouent sur la teneur en polyphénol dans l'huile d'olive. Et si on considère que les bienfaits du régime méditerranéen sont liés en partie à la teneur en polyphénol de l'huile d'olive, c'est important de savoir quelle est la teneur de l'huile d'olive que tu consommes. Eh bien, cette huile d'olive Puget bio non filtrée en grande surface qui t'a l'air super parce qu'elle a un joli packaging, mais en réalité, elle va peut-être être à 150. Je ne sais plus quelle est quelle est l'unité 150 mg pour les polyphénols. Bref, on va dire elle est à 150 mg par kilo, quelque chose comme ça. Et alors que celle qui est consommée par les Grecs, par les Espagnols, par les Italiens, par les gens qui vivent dans les zones bleues, etc., c'est une huile d'olive locale qui répond beaucoup mieux au cahier des charges dont j'ai parlé précédemment, qui a 800 mg par kilo. Donc, elle est 6 à 7 fois plus riche en polyphénol.
Donc, ça veut dire que pour avoir les mêmes bienfaits, il faudrait peut-être que plutôt que de mettre une cuillère à soupe dans ta salade, t'en mettes 6 ou 7. Donc, si t'en mets 6 ou 7 par repas, parce que dans les trucs, souvent, ça fait une cuillère à soupe le midi, une cuillère à soupe le soir, ça te fait 14 cuillères à soupe. Une cuillère à soupe, ça fait 15 milligrammes. Tu te rends compte de la quantité d'huile d'olive que tu manges, ce que ça représente en termes de calories. À mon avis, tu seras obèse avant d'avoir eu les bienfaits en polyphénol. Et donc ouais, je trouve que c'est intéressant d'observer ce qu'on consomme réellement, quoi. Bah écoute, c'est mon combat, hein, celui de la densité nutritionnelle. Alors tout le monde ne peut pas faire ses analyses lui-même. À un moment, on s'était intéressé je parlais des labos où on fait de la chromatographie en phase gazeuse ou en HPLC. Et puis on s'était intéressé à la spectroscopie avec des appareils de poche pour dire tiens, ce serait bien de savoir. Bon, c'est encore pas sur le marché, ça n'existe pas encore. Mais ce qu'on fait à Bleu Blanc Cœur, c'est essayer de. Voilà, c'est des analyses. On s'est rendu compte tu parlais des sardines. Il y a les sardines Bleu Blanc Cœur. Moi, j'étais sidéré de voir. Parce Ça que existe, les sardines bleu blanc cœur? Ouais, ouais. Mais Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Parce que tu leur donnes pas à manger des graines de lin aux sardines. Non, non, mais les vaches, tu leur donnes pas toujours à manger des graines de lin. Non, mais bon, c'était pour la blague. Non, mais c'est exactement la même chose. Les oméga 3 des sardines, aucun animal ne fabrique les oméga 3. Donc ça vient d'une chaîne alimentaire et c'est les algues, enfin l'herbe des mers. Et selon l'endroit où elle est pêchée, selon la saison où elle est pêchée, la teneur en gras de la sardine va aller de 1 à 3 et la teneur en oméga 3, bah forcément, quand elle s'est nourrie, je ne sais plus quelle est la bonne saison et le bon endroit, mais ça allait de 1 à 6, la teneur en lipides multipliée par la teneur en oméga 3. Donc en garantissant l'endroit où elle est pêchée, la saison et en faisant des analyses de contrôle. Mais c'est vrai pour tout. Sur l'huile d'olive, je ne savais pas. Je viens d'apprendre l'histoire des rapports de 1 à 6, mais ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Donc, on a besoin de se rassurer, d'avoir des éléments d'obligation de résultat. Si tu dis la bonne teneur en huile d'olive, en polyphénol, c'est 600 ppm, tu peux être tranquille. Ben, il faut qu'on le dise, qu'on le valide. Et puis que les gens sachent qu'il n'y a pas l'huile d'olive comme il n'y a pas la sardine ou le bœuf. C'est vrai pour tout, hein. Et c'est notre combat. Puis il est en train de percer quand même. On sent bien qu'il y a un intérêt pour tout ça. Parce que on n'ira pas chercher des compléments alimentaires. On peut acheter des polyphénols à la pharmacie, mais c'est pas du tout la même chose. Ça fait pas du tout le même effet. Mais il y a besoin de toute la logique de matrice cellulaire, il y a une logique de synergie. Dans notre première étude clinique, on avait une énorme surprise. Tu parlais des acides gras saturés. On était 3 à monter cette étude. Moi, je voulais la monter. Et il y avait un médecin, c'était le tout début, Bleu Blanc Cœur n'existait pas, mais il y avait un médecin qui était le conseil en nutrition de la région Bretagne à l'hôpital de Lorient, là, le docteur Schmitt. Puis il avait une phrase formidable, c'est un type plein de philosophie sympa. Et quand je lui avais expliqué ce que je voulais faire, améliorer l'alimentation de l'homme en passant par l'alimentation de l'animal, il avait réfléchi, il m'a dit, t'as sans doute raison, parce que moi, les Bretons que je soigne à l'hôpital de Lorient, c'est ce qu'il m'avait dit, c'est ceux qui mettent du beurre sous les rillettes. Et tant qu'ils sont à l'hôpital, ils le font pas, mais après, ils le referont. Et peut-être que faire le régime à la vache et au cochon, ça leur profitera. J'ai toujours gardé cette formule-là en tête, c'était très intuitif, hein. Donc lui, il y a cru, j'ai dit, mais c'est une façon de changer ses habitudes alimentaires, c'est quand même compliqué. Donc passer par l'aliment, par la façon dont tu nourris les vaches et les cochons, comme il disait, pour soigner les gens, il trouvait ça intéressant. Et puis j'ai été voir un professeur de nutrition, un professeur Legrand à Rennes, qui avait le labo de nutrition humaine et de biochimie, qui pouvait faire les analyses. Et lui, au début, il n'y croyait pas. C'était quand même, on était très loin c'est un grand spécialiste des acides gras, etc. Et maintenant, on est copains. C'est un bon scientifique, donc il a accepté de vérifier. Il a fait le protocole et les analyses. Bernard Schmitt, le médecin, était l'investigateur de l'étude. Et quand on a nourri les animaux différemment, on a fait 2 groupes de personnes. Et on faisait des prises de sang aux gens tous les 15 jours. Donc les gens mangeaient tous la même chose, autant d'œufs, de beurre, de viande. Là, c'était que des produits animaux. Et on faisait des prises de sang aux gens tous les 15 jours. Et au bout d'un mois, on avait complètement changé la composition, non seulement du sérum, mais aussi des globules rouges, des membranes de toutes les cellules du corps, en fait, qui ne changent pas facilement, uniquement en fonction de ce que mangeaient les animaux. Et on avait une surprise parce qu'on avait quand même beaucoup augmenté, plus qu'on l'attendait. Et en fait, ce qu'on a vérifié après, mais c'était une des théories du professeur Legrand et de son labo, c'est de dire finalement les graisses saturées, il n'y a pas beaucoup d'oméga 3 dans le lait, mais le petit peu qu'il y a,
La vache, elle nourrit son veau, donc elle les met pas elle les met vraiment au bon endroit sur le triglycéride. Dans l'œuf, c'est pareil, c'est au bon endroit sur le phospholipide, parce que c'est le poussin, c'est la survie de l'espèce, faut faire gaffe. Et tout autour, il y a des acides gras saturés. Et eux, ils vont servir d'énergie. C'est-à-dire qu'ils vont servir d'enrobage, l'effet matrice dont tu parlais. Et du coup, ça préserve les bons, les acides gras les plus importants, les oméga 3 dans notre cas. Et du coup, on avait beaucoup augmenté dans le sang, alors qu'on n'avait pas donné tant que ça. C'est small is beautiful à l'homme, mais ça passait par un vecteur animal qui lui-même protégeait les oméga 3 que la vache fabrique pour le veau, que la poule fabrique pour l'œuf et le poussin, etc. Et du coup, c'était une vraie leçon, cette histoire de matrice. C'est forcément compliqué. Et la nutrition, c'est forcément pas de la pharmacie. C'est pas une molécule. Tu peux acheter du resveratrol à la pharmacie. Vaut mieux boire du vin rouge. Enfin, pas trop, hein. C'est comme l'huile d'olive. Mais, cette histoire de densité nutritionnelle, c'est quand même une clé pour améliorer notre santé à nous, mais aussi, quand tu disais, moi je m'intéresse au bien-être animal, à la santé du sol, etc., c'est aussi une clé pour la transition agri-agro dont on a besoin. Parce que on le voit malheureusement en ce moment, les gens ne dépensent pas plus d'argent pour la planète ou pour le bien-être des animaux. Ils dépensent plus d'argent pour eux, pour le goût, pour la santé. Et si on arrive à lier les deux, si on arrive à montrer, à prouver, comme cette étude clinique, c'est pas rien, qu'il y a un bénéfice santé, un bénéfice individuel, et le bénéfice de goût, il est évident aussi. Enfin, quand tu as 7 fois plus de polyphénol, ça se sent. Ouais. Les tomates, c'est pas les mêmes. Il faut des variétés qui expriment quelque chose. Les oméga 3, les acides gras polyinsaturés qu'on a dans le lait, ben, ils participent à la tendreté du beurre. Il y a plein de choses comme ça qui sont assez merveilleuses quand tu déroules le fil. Et si on a ce bénéfice individuel qui est lié à un mode de production, les plantes, les antioxydants, il faut qu'elles les fabriquent, il faut qu'elles soient dans les conditions où elles peuvent fabriquer leurs molécules de défense. Les animaux, il faut qu'ils se défendent eux, qu'ils soient en bonne santé pour qu'ils nous nourrissent bien. Et ce lien qui va du sol à l'homme, il est assez merveilleux finalement quand tu le découles, parce que c'est un peu une philosophie, mais appuyée sur quelque chose de très solide. Et moi, mon bonheur, ça a été de découvrir tout ça et de le mesurer. Puis il y a quelque chose, avant qu'on démarre l'enregistrement, je te parlais de ces épisodes que j'avais enregistrés avec Michel Galliana, où on avait mis en perspective les principes du vivant et la façon dont ils pouvaient s'appliquer dans d'autres types de contextes, notamment nos sociétés ou la création d'une entreprise. Et donc, tu as notamment cette logique de système autocatalytique, d'addition plutôt que de soustraction. Et j'ai l'impression que, je te parlais de ce triptyque valeur environnementale, bien-être animal et densité nutritionnelle, ils se renvoient assez bien la balle. Hier, j'ai passé la journée avec François qui m'a permis de découvrir ses élevages. Il a 160 hectares de prés normands. Il n'est pas labellisé, ni bio, ni bleu blanc cœur. C'est juste un éleveur passionné. En parallèle de quoi, il a un atelier de transformation qui s'appelle les éleveurs de la Charentonne, qui fait 50 millions de chiffre d'affaires et 250 salariés. Pourtant, tous les matins, de 6h à 8h, il est à sa ferme avec ses bêtes et il les aime sincèrement parce qu'en fait, il est devenu entrepreneur par la force des choses, mais sa véritable passion, c'est d'être avec les animaux dans ses prés et au contact de la nature. Et donc, il m'a montré ça et il montrait ses prés avec cette herbe qui était magnifique, bien grasse, tu vois. Il me montrait ces haies, des haies sauvages, donc avec des arbres, etc., des différentes essences de plantes. Et d'ailleurs, il me racontait que ces vaches, de temps en temps, elles allaient manger du saule et que le saule, il y avait un lien avec une molécule qui ressemblait à l'aspirine et donc peut-être qu'elles s'automédicamentaient. Et donc, il les observe comme ça. Parfois, à certains moments d'année, elles mangent des mûres aussi. Moi, je pensais pas du tout qu'une vache pouvait s'amuser à manger des mûres sur une ronce. Et je les voyais courir, tu vois, dans ce pré. Elles étaient joyeuses, pleines de vie, avec un beau poil, etc. Et donc, dans ces haies, il y avait toute une biodiversité. Il y avait des oiseaux, des petits campagnols, plein de choses. Tu vois, on pense, si tu mets ça en perspective avec une monoculture de blé, par exemple, où il n'y a pas un seul côté du champ où les animaux peuvent se cacher. C'est, j'ai une parenthèse, j'ai découvert récemment, tu parlais de la rotation des cultures, etc., que dans l'islam, bon, c'est pas une religion que je connais très bien, mais il y avait certains principes, et notamment des principes qui aidaient, entre guillemets, l'être humain à garder de bonnes habitudes. D'ailleurs, la prière, au final, on peut voir ça comme de la mobilité, parce qu'au final, tu fais des squats, etc., machin. Mais surtout, vis-à-vis de l'agriculture, c'est pour ça que j'en parle.
il y avait cette volonté de garder des espaces dans les angles des champs qui soient pas cultivés. Mais justement, pour que la biodiversité puisse s'y réfugier et s'y cacher. Tous les 7 ans, le champ, il devait rester en friche et pas être cultivé. Tu vois, il y avait un tas d'adages, de principes comme ça, qui étaient inclus dans la religion, mais qui permettaient d'entretenir notre bon sens et d'éviter de tomber dans notre volonté productiviste, parce que sinon, on sait que l'homme veut toujours plus, tu vois. Et donc, je reviens à mon sujet, donc, et de cette visite avec François, et je trouvais ça magnifique, tu vois, de voir ses prés, de voir ses haies sauvages, de voir à quel point il aimait ses animaux. Et donc, j'ai les analyses de ces bêtes, et ben, sans qu'il ait besoin d'utiliser quoi que ce soit, simplement parce que ces vaches, elles mangent naturellement de l'herbe, et ben, elles ont un profil d'acide gras de oméga 3, oméga 6 de 1 pour 1,6, ce qui est juste exceptionnel, tu vois. Simplement parce qu'il a respecté ce qu'une vache fait normalement. Et puis après, il montre les mamans qui font des veaux. Il me dit, bah voilà, les veaux, ils restent avec leur mère 7 mois dans l'année, etc. Et puis je lui demande, parce que je vois le taureau avec. Puis je dis, ah, ben le taureau, il est toujours avec. Tu fais pas une insémination. Enfin, moi, je pensais qu'il y avait une insémination, que tu choisissais la vache, etc. Je fais, bah non, ils font leurs affaires, le taureau se promène, etc. Et donc voilà, et donc ils vivent comme ça. Et, et donc, moi, ce qui m'a profondément surpris, c'est que comment en 2 heures par jour il est arrivé à gérer une exploitation de 160 hectares. Ça paraît fou. En fait, il y arrive parce qu'il laisse juste ces animaux vivre naturellement, brouter de l'herbe. Le taureau, il féconde les vaches qu'il a envie de féconder, et puis donc ça fait naturellement des veaux. Enfin, tu vois, en fait, tout fonctionne en laissant les animaux vivre leur vie telle qu'ils sont censés la vivre. Et donc ça, quelque part, ça répond au bien-être de l'éleveur, parce que ça évite qu'il soit tout le temps obligé de s'occuper de sa ferme. Ça participe au bien-être de l'environnement. J'ai parlé de la biodiversité. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, pas pour attaquer les végétariens ou les véganes, mais on pense pas à toute la biodiversité, tous les petits animaux, les campagnols, les oiseaux, etc., qui meurent à cause de l'exploitation des monocultures dans les cultures industrielles. Donc le problème, pour moi, n'est pas tant lié au fait de manger des animaux ou des végétaux, mais plutôt au mode de culture qui doit être plutôt extensif et régénératif. Donc, on a ce côté sur la biodiversité. On a cet impact, tu parlais des sols, tu pourras peut-être d'ailleurs creuser un petit peu, je vais te redonner la parole après, sur cette capacité du sol à séquestrer du carbone. Donc, au final, par l'élevage en prairie, comme ça, donc des bœufs qui sont nourris à l'herbe, eh bien, il y a cette séquestration de carbone qui compense en partie eh bien, les émissions CO2 dues au méthane, notamment, donc au P des vaches, pour faire simple. Donc, on a ce côté environnemental aussi, on a ce côté bien-être animal, parce qu'ils étaient sur des hectares et ils peuvent courir, ils vivent en troupeau, etc. Enfin, tu les voyais, franchement, elles sont venues me voir, elles m'ont reniflé, léché. Bon, ça fait bizarre, tu vois, elles ont quand même des grosses cornes, elles font 600 kilos, j'en menais quand même pas large. Et puis, mais c'est des animaux qui étaient... il y avait une vraie relation, tu vois, avec l'homme. Et puis après, elles nous ont suivis. Elles couraient à côté de nous. J'avais jamais vu une vache courir comme ça. Elle courait en troupeau. Enfin, donc tu vois, en termes de bien-être animal, c'est super. Et tout ça après, dans l'assiette, eh ben, ça se retrouve aussi parce que comme je te disais, je regardais les analyses. Les analyses étaient exceptionnelles. Et là-dedans, qu'est-ce que l'agriculteur a fait? Qu'est-ce que l'éleveur a fait? Bah, simplement respecter la façon, le biotope naturel de l'animal. Je commente ça. Oui, vas-y. Là, je vais raconter une histoire qui ressemble un peu à ça. Moi, j'avais rencontré c'est des sœurs dans un couvent dans le Gers, à Boulor. Et je les avais rencontrées dans un congrès d'agroécologie, puis j'avais été les voir. Et elles font du fromage. Elles font un fromage qui s'appelle la brouette cistercienne, c'est assez rigolo. Et, et puis j'analyse leur fromage, je regarde comment elles travaillent, puis j'analyse leur fromage. J'ai jamais vu une qualité nutritionnelle de ce type-là. Donc, toi, sur la viande, moi, c'était sur le lait. Il y avait enfin sur le fromage, il y avait plein d'acides gras vraiment intéressants, plein de molécules intéressantes. Et leur façon de travailler, elles sont rigolotes parce qu'elles disent, c'est dans un coin du Gers, elles disent, quand leurs aînés sont arrivés dans cette région, les coteaux de Gascogne, là, des terres plutôt ingrates, les sols n'étaient pas bons. Alors ça reboucle un peu ton histoire. Donc elles ont amené des vaches pour améliorer la qualité des sols. Parce que de toute façon, s'il n'y a pas d'élevage, il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas de fumure. En fait, tu ne peux pas faire du bio si tu n'as pas d'engrais organiques, donc de fumier ou de lisier. Donc elles ont amené des vaches pour améliorer les sols. Une fois que les vaches étaient là, on a commencé à les traire. Donc on a fait du fromage.
Et aujourd'hui, elles ont un système, ce que je retrouve dans l'analyse du fromage, ce qu'on retrouve quand on mange ça, c'est un système qui part du sol. Donc elles sont à la fois en bio et en régénératif et forcément en bleu blanc cœur. Mais elles ont un système toute herbe, conduite de la façon suivante. Il y a des haies. Alors, ces haies, c'est quand même un réservoir de diversité incroyable. Mais il y a aussi les arbres. Il faut savoir que tu parlais du méthane. Les vaches dégagent du méthane. C'est pas l'épée, hein, c'est les roux. C'est par la bouche Ah, pardon. que ça sort. C'est pas grave. Et elles dégagent beaucoup de méthane, ce qui est pas très bon en termes de gaz à effet de serre. Mais les quantités qu'elles dégagent dépendent beaucoup de la façon dont elles sont nourries, hein. Ça va de 1 à 2 pour la même quantité de lait pour une vache. Ça, on l'a démontré, on l'a mesuré, etc. Et, et quand il y a des haies, il y a des bactéries méthanogènes qui captent le méthane pas méthanogènes, on dit méthanotrophes. Il y a des bactéries qui captent le méthane dans les herbages, mais il y en a aussi dans les arbres. Et on vient de découvrir ça il n'y a pas très longtemps. Il y a eu pas mal de publis là-dessus qui en captent beaucoup. Donc une vache je reprends le cas extrême d'une vache, comme il n'y en a plus beaucoup maintenant, mais comme il y en avait beaucoup quand j'ai commencé ma carrière, qui mangeait du maïs en libre-service et qui était complété avec du soja. Ces vaches-là, elles dégagent beaucoup de méthane parce que c'est pas une physiologie qui leur convient bien, donc elles dégagent beaucoup de méthane. Et puis si elles sont dans un bâtiment et qu'elles sortent pas, il n'y a pas grand-chose pour le capter. Tu mets la même vache à manger de l'herbe où il y a les oméga 3 de l'herbe qui freinent la production de méthane. C'est ce que je disais. Enfin, j'allais à l'essentiel. Et qu'en plus, elle est dans un environnement qui capte ces émissions de méthane à la fois dans l'herbe et et dans les arbres des haies. C'est pas du tout la même chose. Et ces bonnes sœurs, donc, elles utilisent les haies qui sont taillées pour produire des pellets, lesquels pellets vont pailler les vaches à la place de la paille. Elles sont sur des litières c'est pas vraiment des pellets, enfin, c'est du bois. C'est assez confortable. Ils ont diminué les mammites, donc elles ont amélioré le confort des vaches. Et après, c'est mis c'est mis en fermentation, comme tous les fumiers, les lisiers. C'est oxygéné, c'est brassé, donc ça permet de donner de la valeur à ce fumier qui va être épandu sur les terres. Et les terres, c'est quoi? C'est de l'herbe, c'est exclusivement de l'herbe. Et cette herbe, elle est ramassée et séchée en grange avec de l'énergie solaire, donc c'est quasiment de l'herbe. Comme si elle la pâturait toute l'année, parce que l'idéal, l'éleveur que tu vois, les vaches, elles pâturent, mais il y a bien des moments dans l'année où c'est compliqué d'aller pâturer, parce qu'il y a de la boue, parce que Oui, c'est humide, etc. Et donc leur système vraiment du sol, avec cette pratique de l'agriculture régénérative, des prairies de longue durée, des haies, etc., de la fumure de ces prairies avec le fumier qui vient de la litière, les déjections des vaches, etc., ça crée deux écosystèmes qui se rencontrent. Il y a celui de la prairie. Si tu nourris le sol en fait avec le fumier, si tu le nourris avec ses pellets de bois, avec ses extraits de bois, tu nourris les champignons. Les champignons, quand tu as 1 mètre de racines, tu as 10 mètres de mycorhize, de tissu mycorhizien qui va. C'est une symbiose formidable. La vache, c'est un écosystème bactérien dans le rumen. C'est les bactéries qui travaillent. Dans le sol, c'est les champignons. Ben, à la rencontre des deux, tu produis quelque chose d'extraordinaire pour l'environnement, pour le bien-être de la vache et pour la nutrition de l'homme, parce que tu fais des produits assez extraordinaires. Alors, je nuancerai un peu ce que tu dis. C'est pas je laisse faire la nature, c'est je l'observe et je travaille avec. C'est du boulot quand même, hein. C'est pas si oui, facile que bien ça. sûr. Mais observer les équilibres de la nature et puis les pérenniser ou les optimiser, je sais pas comment il faut dire, bah ça devrait être le travail de la production biologique au sens de la biologie, hein, pas de. Et c'est ce que j'ai fait depuis un moment. Puis après, quand tu découvres ça, quand tu vois que finalement, le fait qu'elles utilisent les haies pour pailler les vaches, que c'est de la lignine, que la lignine, ça nourrit pas les bactéries du rumen, mais ça nourrit bien les champignons du sol, et que tu as deux écosystèmes qui se rencontrent bien, c'est juste C'est génial. magnifique. Ouais. Ouais, je trouve que c'est des belles histoires qu'on raconte là. Mm. Pourquoi est-ce que tu as voulu créer le label Bleu Blanc Cœur? En fait, je vais poser ma question autrement. Pourquoi est-ce que le label bio ne suffit pas à garantir cette qualité? Et c'est notamment ce profil d'acide gras. Alors, il y a une histoire. J'ai commencé à raconter qu'on avait démarré d'une étude clinique. Et quand j'ai eu les résultats de l'étude clinique et tout ce que ça impliquait, j'ai été voir
des gens qui pouvaient porter ça, mais j'avais pas de sous. Et j'étais voir les interprofessions qui m'ont envoyé balader. Non, non, ça marchera jamais. Et puis c'est pas l'interprofession du lait. Ils disaient, nous on défend tous les laits. Si tu commences à dire qu'il y a des laits qui sont meilleurs que d'autres, c'est terrible. Bon. Et puis moi je venais du bio. Hein. J'avais commencé dans le bio. Et je pense qu'on a terriblement besoin du bio pour montrer qu'un autre modèle est possible. S'il n'y avait pas eu le bio, il n'y aurait jamais eu Bleu Blanc-Cœur. Mais on a démarré avec une étude clinique et on s'adressait à des gens, enfin à la prévention de maladies métaboliques, du diabète, l'obésité essentiellement, qui touchent pas les gens les plus riches et les plus conscientisés. Et il y a une idée qui est née entre nous de dire il faut des signes de qualité supérieure. En France, on est régi dans l'offre agricole par la qualité supérieure versus qualité inférieure. On n'est pas régi par une volonté de monter en gamme. Et on se disait à côté des signes de qualité supérieure, qui sont le bio, le label rouge et les AOC, ce serait bien d'avoir une vraie montée en gamme. Les gens, moi, on a des expériences des fois perso qui marquent. Quand mon épouse est dans des assos d'aide aux réfugiés, des fois, il faut tendre la main. Quand on a des gens à la maison, quand on les voit cuisiner, manger... ils sont loin de manger du bio. C'est des bons candidats au développement du diabète et de l'obésité demain. Euh, et faire bien à manger ou mieux à manger pour des gens qui mangent déjà bien, tant mieux. Il faut des points de fuite, il faut des gens qui montrent le chemin. Mais il faut aussi toucher le plus grand nombre de gens possible. Et ça, c'était les médecins, Bernard Schmitt, là, que je citais, le médecin investigateur et les autres. Ils disaient, nous, on ne rentrera pas dans la logique des signes officiels de qualité. Au sein de Bleu Blanc-Cœur, il y a des gens qui font du bio, il y a des gens qui font du label rouge, mais il y a aussi du conventionnel. Il y a aussi des produits industriels, c'est des montées en gamme. Il y a des œufs, pour donner l'exemple des œufs, tous les œufs Bleu Blanc-Cœur sont des œufs plein air. Mais moi, je me suis battu pour qu'il y ait des œufs en cage aussi. Alors, je l'explique en disant, tu as des quartiers, je pense que ce quartier où vivait ma maman, il n'y avait pas d'œufs plein air. Maintenant, il y en a partout. Mais à l'époque, il n'y en avait pas. Et je dis, tout le monde a droit à une qualité nutritionnelle. Évidemment qu'on veut tous concilier l'environnement, le bien-être animal, la qualité nutritionnelle et gustative. Mais si l'enjeu numéro un, c'est de lutter contre le développement, enfin, pour qu'il y ait des gros impacts, que ce soit en nutrition ou en environnement, il faut s'adresser au plus grand nombre. Et ça a été notre démarche, notre raison d'être au départ. Il faut les deux, il faut des points de fuite, il faut savoir où on va. Bio Blanqueur, Alain Delangue, des gens comme ça. Les sœurs dont je parle de Boulor qui font du bio et du Bleu Blanqueur aussi, c'est merveilleux. Mais on ne touchera pas tout le monde. Or, si on veut vraiment freiner le développement de l'obésité, du diabète, etc., il faut s'adresser au plus grand nombre. Donc, du coup, on n'était pas dans cette logique de... Je pense que moi, j'ai de très bonnes relations avec les fondateurs du bio. Ça se passe plutôt bien, un peu moins avec les gens du label rouge pour plein d'autres raisons, parce que c'est vraiment une démarche de moi je suis bien parce que les autres sont pas bien, et on peut plus dire ça. On a besoin certes de montrer l'exemple, de montrer qu'un autre modèle est possible, mais on a aussi besoin de monter la qualité pour tout le monde, quoi. Je sais pas si j'ai répondu. Si, tout à fait. Comment tu manges toi aujourd'hui? Est-ce que tu penses que les produits laitiers sont dangereux et donc t'évites le fromage? Non. Je devrais éviter parce que je mange du pain avec et ça me fait prendre du poids, mais j'essaye d'en manger avec de la salade, mais je pourrais pas me passer de fromage. Quand je mange de la viande, je mange toujours un peu de fromage après parce que ça m'avait fait rire et je trouve ça rigolo. Dans les études sur la dangerosité de la viande rouge là, pour le cancer, ils avaient remarqué dans les études épidémiologiques que les gens qui mangeaient à la fois beaucoup de viande et beaucoup de produits laitiers, ils n'étaient pas touchés par le cancer du côlon, beaucoup moins. Et quand tu réfléchis, c'est parce que le calcium des fromages complexe inactive un peu le fer de la viande. Donc c'est rigolo. J'essaye de respecter des équilibres, hein. Je limite les sucres quand même, hein. Je pense qu'on en a tellement dans l'alimentation, des glucides qui soient complexes ou qui soient simples. J'essaye d'avoir une alimentation raisonnée. Je mange pas de la viande tous les jours, mais j'en mange, et puis j'apprécie. Et puis c'est de la bonne, et puis je sais d'où elle vient. Je fais un petit déjeuner où je mange des œufs et de la salade. Enfin, bon, c'est pas très original hein, ce que je dis. Je pense que font tous les gens qui connaissent un peu la nutrition.
Et quand tout à l'heure tu disais que on avait diabolisé le gras, la viande, etc., et que du coup on avait laissé exploser les quantités de sucre consommées, je sais plus où je lisais ça, dans un post, je crois, je peux à vérifier, mais qu'un gamin à 6 ans aujourd'hui a consommé autant de sucre dans sa vie que son grand-père qu'à 90 ans dans la sienne. Un truc de ce genre-là. Bon, vrai, Incroyable. pas vrai, j'en sais rien, mais ça donne l'exemple. Comme tout est à faire en nutrition, comme en biologie, hein, d'équilibre, d'harmonie, de bonne et de mauvaise dose. Évidemment que les sucres, il en faut, mais il en faut pas trop. Les oméga 6, tu l'as très bien dit, on en a terriblement besoin. Des radicaux libres, on en a besoin aussi. Enfin, tout est à faire d'équilibre. Et donc, privilégier ces équilibres. Évidemment, je mange le blanc cœur quasi exclusivement parce que tu peux bien composer ton repas. Mais si tu composes bien ton repas avec des produits qui sont des calories vides ou des protéines vides, on parle des protéines animales et des protéines végétales. Les protéines végétales, c'est très bien, mais les protéines animales, enfin les produits animaux amènent pas que des protéines, ils amènent tout un tas de nutriments. C'est une logique de chaîne alimentaire, quoi. Ça m'avait épaté dans ma première analyse de chromato, là. J'avais regardé l'herbe et j'avais regardé le lait. Dans l'herbe, il y a une dizaine d'acides gras différents, des huiles végétales. Euh, dans le lait, il y en a 400. Donc c'est quand même Dans ces 400, il y a du CLA, il y a des trucs qui sont intéressants, qui sont liés à la fermentation. Et quand tu regardes le fromage, où il y a eu une fermentation supplémentaire, il y a eu celle de la panse et puis il y a eu celle de la fabrication du fromage, tu retrouves encore des trucs intéressants au niveau des oligosaccharides, etc. Et donc forcément, il faut manger de tout. C'est ma grand-mère, hein, mange de tout en petite quantité. Je pense que c'est la meilleure nutritionniste du monde. Ouais. On en revient ouais, à cette sagesse simple et évidente. Et c'est marrant ce que tu dis par rapport au lait, à tes analyses dans le lait. Tu sais, moi, avant de m'intéresser plus en profondeur à la nutrition, dans mon imaginaire, la viande ou les protéines animales, c'était justement des protéines. Et puis, ça se limitait à ça. Et pour avoir des vitamines et des minéraux, il fallait manger des légumes, des fruits et des légumes. Et puis, je te parlais de ces fameuses analyses. Et donc, j'ai fait des analyses comparatives en comparant, ben, par exemple, le- la densité en plusieurs vitamines et plusieurs minéraux euh, d'un foie de bœuf ou même d'un morceau de bœuf classique, hein, sans même parler d'abats, parce que les abats sont quand même extrêmement denses d'un point de vue Mhm. nutritionnel, mais même un morceau de steak. Et je les comparais à plein de légumes, des carottes, des courgettes. Et en fait, euh, la viande est probablement la meilleure source, enfin la meilleure source, la source la plus dense en tout cas de vitamines et minéraux en termes de quantité et de variété. Et donc ça a vraiment remis en perspective ce que je pensais, mes croyances préconçues, on va dire, sur, ben voilà, d'un côté il y a les légumes pour les vitamines et les minéraux, de l'autre côté il y a la viande pour les protéines. En réalité, c'est pas du tout aussi dogmatique et aussi Non. séparé que ça. Alors, je suis pas du tout en train de dire qu'il faut pas manger de légumes, hein. Il y a plein de trucs super dans les légumes. On a parlé des polyphénols, etc. Enfin, Déjà, il y a voilà. des fibres. Et des fibres, Mhm. enfin, non, mais bien évidemment, c'est pas ça le débat. On va pas tomber dans le label rouge vs le Ouais. bio à dire, moi, c'est meilleur. Mais tout ça pour dire que parfois, on a une vision tellement réductionniste des choses qu'on en oublie, bah, voilà, toute cette myriade, toute cette densité. Et d'ailleurs, c'est super beau parce qu'à chaque fois que tu parles de ça, on voit tes yeux qui pétillent en se disant, enfin, tu vois, j'ai l'impression que t'es plus que le vivant et la santé humaine, t'es passionné par les molécules et tu te dis, waouh, oh, regarde, là j'ai un verre de lait. Oh, t'imagines la quantité, la diversité de molécules qu'il y a là-dedans? Je vais m'éclater. Regarde, c'est ça, j'ai un copain qui est le producteur de lait. Il dit, moi, je m'intéresse à tout, du ver de terre au ver de lait. Alors, en fait, il n'est pas très joli, Ouais, si, mais je c'est trouve que sympa, c'est ça me pas plaît. mal. Non, c'est ce lien que je trouve formidable, parce que toutes ces molécules, la façon dont elles sont fabriquées, dont elles sont métabolisées par la plante, par l'animal, et ça commence toujours avec la microbiologie du sol, toujours. Et ça, c'est formidable. Cette notion d'équilibre, de biotope, de système, euh, qu'on a bien exploré sur la perspective du vivant, est-ce que tu en as tiré aussi une espèce d'enseignement philosophique que tu as transféré dans ta façon de mener ta vie, toi, d'homme? Ah, c'est une bonne question, je ne saurais pas donner une réponse toute faite, mais probablement, parce que je te le disais avant, j'ai... Je pense qu'il ne peut pas y avoir d'harmonie en nous s'il n'y a pas d'harmonie dans ce qui nous entoure.
Et c'est vrai évidemment pour la nutrition, mais c'est vrai pour tout. Tout est histoire d'équilibre, tout est... La biologie aime pas les extrêmes. Euh, La biologie, elle aime les équilibres, elle aime l'homéostasie, elle aime ni trop ni trop peu. Tu l'as dit pour les oméga 6, les oméga 3, on l'a dit pour les radicaux libres. Il n'y a, pas de bonne ou de mauvaise chose. Il y a que des équilibres et de l'harmonie. Et c'est vrai aussi dans les relations humaines. Enfin, c'est vrai pour tout. Donc oui, je pense que euh, la façon dont j'ai conduit ma vie de découverte en découverte, c'est ça aussi changer ma façon de me comporter dans mon environnement humain, pas que dans mon environnement. Enfin, je fais partie de l'environnement biologique aussi. Comment est-ce que tu vois l'agronomie, la nutrition, nos modèles de société évoluer dans les 10, 20, 50 ans à venir? Mais écoute, je suis assez. J'essaye d'être optimiste. Alors, j'ai essayé de l'être. Je ne le suis pas complètement quand je regarde ce qui se passe en ce moment. Mais je pense qu'il y a quand même une prise de conscience qui s'amorce. Je pense que justement, tout à l'heure, on parlait des signes de qualité supérieure versus inférieure. Les journalistes aiment bien découper le monde entre bons et méchants. Mais dans le monde agricole, il n'y a pas les gentils marginaux et puis les méchants FNSEA. Il y a une prise de conscience globale qui touche tout le monde, hein. Vraiment tout le monde à sa façon. Il y a des mots sur l'agroécologie, l'agriculture régénératrice, le bio. Il y a l'agroforesterie, c'est un truc, on n'entendait jamais parler de ça il y a 10 ans maintenant, tout le monde en parle. Il y a une vraie prise de conscience de tout ça. Et puis il y a une nouvelle génération de paysans qui arrive, qui est... C'est très difficile, hein, que ce soit chez les paysans ou chez les profs de médecine, hein. Quand ils ont dit du mal du cholestérol pour les profs de médecine, hein, pendant 50 ans, pour que de nouveaux arrivent et disent finalement c'est pas si mal que ça, les graisses saturées, il a fallu qu'une génération s'en aille, hein. Mhm. C'est pareil dans le monde paysan, ceux qui ont arraché les haies pour faire le remembrement, ceux qui ont mis en place... Je me souviens d'un vieux paysan qui était venu nous voir à une époque où moi j'essayais de relancer la culture du lin. Et donc j'avais créé une entreprise autour de ça, qui s'appelle Valorex. Et on avait essayé de relancer la culture de lin, de lupin, de févrole, etc. Et il y a un quart qui était venu d'agriculteurs du Léon, du nord de la Bretagne. Et il y avait un gars qui avait amené son papa, le vieux paysan du Léon, avec la casquette un peu courbée comme ça. Il dit, moi je me suis toujours intéressé au lin, parce que chez nous il y avait du lin, c'était beau, ça fleurit bleu, etc. Et moi il me parle du lin, qui est un vieux souvenir d'enfance. Et puis je lui parle du sarrasin, parce on avait aussi relancé aussi la culture du sarrasin, parce que le sarrasin, pour faire les galettes en Bretagne, il venait de Chine à l'époque, le sarrasin. On va essayer de travailler ça. Et je lui parle de ça, du blé noir, là. Et il me dit, alors ça, jamais. Ça, quand j'en vois, j'ai envie de l'arracher, parce que tu comprends, nous, on avait des terres de landes, de rocailles, il y avait pas, on était pauvres, on pouvait pas faire du froment, on pouvait pas faire du vrai blé, on faisait du blé noir, et c'était une espèce de honte. Donc on a mis de l'engrais, on a enrichi, et maintenant on fait du blé. Alors quand je les vois faire du blé noir maintenant, donc il y a eu aussi cette génération-là, j'ai pas de jugement là-dessus, mais il y a une génération qui a... euh, presque la mienne, hein, Pisani, l'époque où tu disais l'agriculture va nourrir le monde, le paysan ça va être un métier formidable, etc. Cette génération-là qui a fait ce qu'on appelait le progrès agricole, euh, ils s'en vont, ils ont fait des choses. C'est toujours une histoire de balancier, d'équilibre. Ils ont fait des choses formidables. Ils ont sans doute été trop loin dans la simplification des modèles, dans le recours à la chimie, etc. Puis la nouvelle génération qui arrive, elle est différente et elle prend en compte tout ça. Et je pense que il faut qu'on les aide, qu'on trouve une valorisation à leurs produits, parce que ça coûte quand même un peu plus cher de sortir des systèmes classiques. Il faut qu'on les aide pour ça, il faut qu'on les accompagne et qu'on travaille ces histoires d'obligations de résultats qui sont à la croisée. À partir du moment où tu mesures, c'est plus comme avant, quoi. Si tu mesures le méthane des vaches, si tu mesures le CO2 qui est enfoui dans les prairies, si tu mesures les oméga 3 dans le lait ou les antioxydants dans la tomate, ça change tout, parce que tu vois. Tout à l'heure, j'ai bien aimé comment tu as commencé en disant je vois les choses grandir et du coup, je suis en pleine conscience et je sais ce que je fais. Et je pense que la mesure, c'est ça, et que
Bon, j'ai essayé d'être le plus optimiste possible, mais c'est cette conviction que les choses vont s'arranger demain qui me nourrit, quoi. Hmm. Cette notion de voir, je trouve elle est vachement intéressante. Et tu vois, il y a aussi cette problématique, je trouve, de fracture entre le monde citadin et le monde rural. Hmm. Moi, hier, quand je te raconte ma journée, euh, c'était une découverte, tu vois. Pour moi, c'est pas du tout mon univers. Et j'ai trouvé ça super beau, mais ça donne beaucoup de sens aussi à ta façon de consommer, un peu à l'image de ce que je t'ai raconté sur ma tomate. Avant d'avoir cultivé une tomate, j'avais pas du tout la même vision de ce que je mange dans mon assiette et du respect aussi que je dois naturellement avoir pour ça. Et d'ailleurs, tiens, euh, une idée aussi que j'ai eue là récemment, c'était que sur mes packaging, sur mes étiquettes, de mettre un QR code. Et du coup, le consommateur, il peut le scanner. Et quand il le scanne, il arrive sur la fiche de l'élevage. Il voit quelques photos de l'élevage, peut-être une petite interview de l'éleveur, les analyses labo, macro, micro, profil d'acide gras, métaux lourds, et potentiellement, tu vois, l'audit RSE. Donc, séquestration carbone, peut-être la quantité de haies et donc la biodiversité qui est abritée. Tu parlais du rejet de méthane. Alors ça, j'avais pas du tout conscience du fait que la modification de l'alimentation pouvait modifier les émissions de méthane, mais en fait, ça paraît logique. Mais Je peux raconter un truc là-dessus parce que ça me tient à cœur. Vas-y. Parce que je t'avais dit que dans l'étude qu'on avait fait en 94, donc c'était une ferme expérimentale et on mesurait donc ce que les vaches mangeaient, ce qu'elles produisaient. Et elles mangeaient moins, elles produisaient autant, voire plus. Et on ne savait pas pourquoi. Et là, c'est un type de l'INRA, qui s'appelle Jean-Pierre Joigny, qui était un spécialiste de la digestion, qui m'a dit c'est sans doute qu'elle dégage moins de méthane. Parce que le méthane, c'est une réduction. Enfin, au contraire, c'est les glucides qui sont fermentés dans le rumen. Et ça produit de l'hydrogène. Et l'hydrogène, il faut l'évacuer. Et pour évacuer cet hydrogène, les vaches ont plusieurs façons de le faire. Et une des façons de le faire, c'est de produire du méthane, qui est CH4, hein, 4 hydrogènes sur un carbone. Et il dit, en fait, quand tu mets des oméga 3 dans la panse des vaches, ce que je faisais, sans trop le savoir à l'époque, puisque je mettais du lin, bah, tu réduis les émissions de méthane, parce qu'il y a d'autres voies métaboliques qui se mettent en route. Donc on l'a mesuré avec l'herbe, avec le lin. Et effectivement, quand les vaches mangent plus d'oméga 3, que ce soit de l'herbe, du lin, de la luzerne, elles dégagent moins de méthane, mais vraiment beaucoup moins, 15, 20%, 30% de moins, selon la qualité de l'herbe ou les quantités de lin qu'il y a dans la ration. Donc ça, on en a fait une méthode une méthode qu'on a déposée au ministère de l'Environnement, c'est vieux, en 2008, et puis 2011, et puis aux Nations Unies en 2012. On commençait à parler, mon étude, la première, c'était en 94, donc on dirait que le réchauffement climatique, on n'en parlait pas. Le méthane, on savait que c'était un truc que la vache gaspillait, parce que c'est de l'énergie qui s'en allait, quoi. Mais on ne parlait pas de réchauffement climatique. Puis quand on a commencé à en parler, notre première publi vraiment ciblée là-dessus, c'était en 2003, avec des gens de l'INRA. Et puis, on a déposé un brevet avec l'INRA pour dire, mais finalement, la quantité de méthane, on peut la mesurer dans le lait, ce qui est possible. Donc, on l'a fait, on l'a breveté avec eux. Et on s'est dit, mais maintenant qu'on a une méthode pour mesurer, toujours Tu peux la mesure. mesurer, pardon, excuse-moi, je t'interromps. Tu peux mesurer les émissions de méthane d'une vache via le lait. Oui, parce que c'est ces voies métaboliques dans le rumen qui te produisent. Ok, Le ok, oui, méthane, oui, c'est une coproduction oui, d'une oui. production de certains acides gras. Ok. Donc, on a fait Et par déduction. manips dédiées là-dessus, avec des vaches dans des cages métaboliques où on mesurait le méthane et puis on les trayait, etc. Et donc, il y a eu d'abord un brevet avec l'INRA, et puis une méthode déposée au ministère de l'Environnement. Et puis, on a été aux Nations Unies à New York en 2012 pour déposer la méthode en disant, mais maintenant qu'on sait mesurer, les agriculteurs, ils vont pouvoir choisir les méthodes. Et à cette époque-là, il fallait surtout pas en parler. Quand j'allais voir les laiteries, ils me disaient, mais attends, personne ne sait que les vaches dégagent du méthane, etc. Et puis maintenant, je passe quelques épisodes, le monde change. Maintenant, il y a la finance verte, donc on a des prêts si on baisse le CO2, etc. Et du coup, les laiteries, Carrefour dit, moi, je référencerai que des produits qui baissent le CO2, enfin les gaz à effet de serre. Le méthane, c'est un gaz à effet de serre. Et du coup, il y a plusieurs firmes de l'agrochimie qui mettent au point des additifs qui réduisent les émissions de méthane parce que ça inactive les enzymes. C'est forcément un enzyme. Enfin, pour un médicament, il y a une cible pharmacologique qui est l'enzyme de la bactérie qui
qui a le système enzymatique qui permet de produire le méthane dans le rumen. Ce qui est complètement con. Là, tu changes complètement la nature de la vache, quoi. Oui, parce que elle, en fait, elle fait fermenter les herbes, etc., qu'elle mange dans ses quatre intestins, justement parce que quelque part, c'est comme ça qu'elle produit les protéines. Les protéines, c'est les petites bactéries qui fermentent dans ses intestins, et c'est comme ça qu'elle se nourrit, en fait. Oui, et c'est comme ça qu'elle nous nourrit, parce qu'en faisant ça, elle fabrique des lipides, des molécules qui sont intéressantes pour nous, des protéines, tout un tas de trucs. Et donc, quand tu vas inactiver, alors ils ont travaillé là-dessus avec tous les moyens que peut avoir l'agrochimie. Hein. C'est des multinationales qui font des milliards et des milliards d'euros. Et ça, moi, j'en parle dans mon bouquin parce que je voudrais en faire un combat. Moi, j'ai rien contre la chimie si c'est occasionnel. J'ai rien contre les médicaments, mais je trouve complètement anormal qu'il y ait 6 millions de Français qui prennent des statines tous les jours parce qu'ils ont trop de cholestérol. On peut faire autre chose quand même pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. Je me permets juste de faire une parenthèse. Mon beau-père a fait un infarctus et donc on lui a prescrit des statines. Et moi j'ai halluciné parce que j'en parlais un peu avec lui. Lui, il n'avait pas envie de les prendre parce qu'il y a quand même plein d'effets secondaires et il était prêt à faire des changements dans son alimentation. Mais en fait, son cardiologue lui en a même pas parlé. Il lui a même pas donné l'option. Alors je sais pas si c'est parce que tu parlais de ces migrations, de ces générations, et donc si son cardiologue faisait peut-être pas partie de la bonne génération entre guillemets et a pas été suffisamment formé, etc. à des voies alternatives, ou si c'est juste qu'ils sont résignés parce qu'ils se disent à quoi bon de toute façon la plupart des gens s'ils en sont là c'est que ils ont une mauvaise qualité de vie et ils sont pas prêts à faire des changements. Mais je trouve ça fou que, je veux dire, sans même dire il y a l'alternative entre les deux, il lui a même pas parlé de la modification de son régime alimentaire, quoi. Mais la prévention, personne ne parle de prévention, c'est le drame. Mais c'est exactement le même raisonnement. Hein. Si tu changes le régime des vaches, elles produiront moins de méthane. Si tu les mets plus à l'herbe, elles produiront moins de méthane. Le méthane, on l'a dit tout à l'heure, il sera capté par l'herbe et les... Ben non, on va mettre un médicament qui va tuer les bactéries qui produisent le méthane. Ça va probablement rendre la vache malade. Enfin, c'est comme tous les médicaments, il y a une autorisation de mise sur le marché, c'est un additif. Et on voit dans les études qui sont financées par la firme en question, ou les firmes en question, on voit qu'il y a des effets secondaires déjà sur la vache, quoi. Alors, je parlais des statines, comme je pourrais parler du glyphosate comme herbicide. Si une fois tu es planté parce que tu as un problème, tu as une infestation de mauvaises herbes, tu mets une fois du glyphosate. Ça va pas tuer tout le monde. Mais si tu mets systématiquement du glyphosate parce qu'autrement tu n'arrives pas, c'est comme les statines. J'ai rien contre les statines, mais 6 millions de Français, c'est 6 millions. Hein. Le chiffre d'affaires des statines, je crois que c'est 40 milliards de dollars, hein, ou un truc comme ça, à vérifier. Le chiffre d'affaires du glyphosate, c'est 4 milliards. Je crois que c'est un peu de standard. C'est énorme. Et la chimie prend la place de la prévention. Et si demain, toutes les vaches doivent manger un médicament qui va tuer les bactéries, alors qu'elles pourraient complètement faire... Enfin, c'est un combat. Ça, c'est un combat. Ce combat-là, il faut le gagner. C'est le combat de la prévention. Et qu'il s'agisse de santé humaine, qu'il s'agisse de santé des sols, ou qu'il s'agisse de santé des vaches, il faut absolument gagner ce combat-là. Sinon, on va crever, quoi. On aura des solutions techniques. Avoir une solution chimique pour préserver le climat, enfin, c'est complètement con. Et d'ailleurs, tiens, je reprends encore, je sais que j'en ai beaucoup parlé, mais c'est parce que ça m'a marqué. Je trouve que c'est un bon exemple. François, tu vois, avec ses vaches, donc il a deux races. Il a un peu d'Angus et l'autre, c'est des Limousines. Et qui sont des vaches plutôt rustiques, tu vois, et qui sont comme ça en extérieur toute l'année. Et il me disait, bah, en fait, le vétérinaire, il vient jamais. Il vient juste 2 fois dans l'année, enfin, une fois pour les castrer les bœufs. Et puis, en fait, il y a jamais quasiment jamais d'antibiothérapie, rien. Donc, comme tu dis, la chimie, elle arrive une fois, seulement de façon occasionnelle s'il y a une nécessité, mais normalement, il ne devrait pas y avoir. Et de l'autre côté, ça n'empêchera pas, s'il a un passage d'une infection, de mettre une fois un antibiotique. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que la plupart du temps, en fait, c'est un non-sujet parce que l'environnement naturel des vaches et le fait que ce soit des races entre guillemets rustiques et pas hyper sélectionnées pour être qui sont limite des mutants pour générer énormément de muscles, eh bien les rendent beaucoup plus résistantes. Et on peut faire un parallèle avec l'homme. C'est ça que je voulais montrer aussi, tu vois, que la nutrition a pas forcément besoin d'être complexe et que simplement, si tu es dans un environnement qui est qualitatif, eh bien, moi, tu vois, chez moi, j'ai aucun médicament. J'ai même pas de Doliprane. Une fois, ça m'est arrivé d'avoir un problème à une dent. J'avais hyper mal, j'avais pas un antidouleur chez moi. Bon, bah là, j'aurais bien aimé en avoir, mais je veux dire, ça fait des années que j'en ai pas pris et parfois, je vais chez mes beaux-parents et
tu vois, t'as la fontaine à eau dans la cuisine. Donc, la fontaine à eau, un bidon de 5 litres, tu vois. Et juste à côté, t'as tous les médicaments. Et en fait, tous les médicaments, la maman de ma femme, elle en prend, tu vois. Il y a toujours soit un Doliprane parce que j'ai un peu mal à la tête, soit un Spasfon parce que j'ai un peu mal au ventre, etc. Toute la journée, tu vois. Enfin, je veux dire, ça fait partie presque de son alimentation. C'est marrant d'ailleurs que les gens ont plus peur des pesticides, c'est les mêmes molécules que des médicaments. Et moi, ça m'effraie quand je vois avec mes copains. Ça, souvent, maintenant, à mon âge, les gens ils commencent le dîner ou le déjeuner en sortant les petits piluliers. C'est terrible, hein. On est- pas, pas caricature, on n'est pas sous l'emprise des labos, mais on s'est créé un monde où on a besoin de ça c'est très bien, hein, les médicaments. Moi, je trouve que c'est très bien ça. Tu l'as dit toi-même, si tu avais eu du Doliprane le jour où tu avais mal aux dents, tu aurais été content. Mais de là à en faire un apéro à tous les repas, non, je ne suis pas d'accord. Encore une fois, j'ai rien contre les statines. Les statines, c'est un truc merveilleux pour des gens qui font de l'hypercholestérolémie familiale, parce qu'ils fabriquent, tu l'as expliqué tout à l'heure, on fabrique son cholestérol. Voilà, les statines, ça inhibe la synthèse du cholestérol. Donc, chez ces gens-là, ça rend un service énorme. Je pense qu'il y aura un scandale un jour. 6 millions, c'est trop. Tu peux pas dire il y a 6 millions de gens qui ont un problème de synthèse de cholestérol. J'entendais à la radio là, qu'ils viennent de trouver un truc, une pilule contre l'obésité. T'as entendu ça aussi? Enfin, Ouais. il y a quand même mieux à faire pour lutter contre l'obésité que de prendre des pilules. Oui, mais c'est pratique parce que peut-être le comme ça, rêve de certaines personnes. Oui, Je continue comme parce avant. qu'ils n'ont Je pas besoin de changerai. changer leur comportement. En Ouais. fait, aujourd'hui, on est aussi dans cette culture un peu de l'immédiateté. J'en parlais, j'ai enregistré un podcast il y a pas longtemps avec quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux neurosciences et on parlait des neurones inhibiteurs. Les neurones inhibiteurs, c'est ce qui nous permet de valoriser un choix qu'on a fait, malgré le fait qu'on pourrait avoir une tentation et une propension naturelle à faire autre chose. Donc, par exemple, j'ai décidé de manger que 2 carreaux de chocolat. Eh bien, donc ça, c'était ma décision. Mais après avoir mangé les 2, potentiellement, j'ai envie de manger le reste de la plaque. Eh bien, les neurones inhibiteurs, c'est ce qui te permet d'éviter de manger toute la plaque. Et le problème, c'est que dans une société de très confortable, à tout niveau, eh bien, ces neurones inhibiteurs sont peu entraînés, donc peu renforcés, un peu comme un muscle, et donc de plus en plus faibles et inefficients. Et donc, face à ça, c'est difficile de changer les comportements. C'est beaucoup plus facile d'apporter une pilule qui va solutionner le Je ne problème. savais pas ça. Il faut que j'entraîne les miens pour Ah le bah, si tu veux, chocolat. ça, j'ai une bonne posologie pour ça. Je te propose tous les matins de démarrer ta journée par une douche froide. Et donc ça nécessite tous les jours de faire un choix conscient avec toi-même, de démarrer ta journée avec une décision forte que tu as prise, qui va catalyser toutes les autres, parce que quelque part, tu dis à ton cerveau, c'est moi qui décide, j'ai décidé de faire ça, je sais que c'est inconfortable, mais je le ferai quand même. Tu fais ça? Ouais. Et après, t'es content, t'es fier. À la fin, en plus, ça t'apprend à trouver du confort dans l'inconfort. Et tu t'aperçois notamment à quel point la respiration est une clé qui permet de gérer le stress. Tu parlais du stress tout à l'heure. Eh bien, il suffit d'allonger l'expiration pour retrouver un état de calme et d'apaisement. Et donc, si tu vas dans un bain froid, la propension naturelle du corps va être de vivre ça comme un stress intense et donc de se contracter. Tu as tous ces muscles qui se contractent et la respiration qui s'accélère. C'est très inconfortable. Et par contre, il suffit d'allonger l'expiration et tu vas très naturellement et malgré ce stress, dans les mêmes conditions, trouver un état méditatif et te sentir bien. Et en réalité, moi maintenant, j'adore ça. Mais malgré tout, j'adore ça une fois que j'y suis, mais je dois quand même à chaque fois dealer avec mon cerveau qui lui me dit « Ouais, non, mais aujourd'hui, t'as quand même pas très bien dormi, il vaut mieux que tu le fasses demain. » Mais c'est le fait de privilégier la décision et l'homme que j'ai choisi d'être qui donne une espèce de ton, tu vois, au reste de ma journée. Et c'est un peu ma façon de me dire à moi-même « Ok, j'ai choisi la marche de mon destin. Je suis pas le pantin des courants, j'ai choisi là où je veux aller. Et voilà la première action que je fais et que je mets en œuvre dans ma journée. » Et donc, ouais, je trouve que c'est une bonne façon d'entraîner ces neurones inhibiteurs. Et on parlait de cette chimie dans le côté allopathique. D'ailleurs, j'ai quelqu'un que j'apprécie qui s'appelle le docteur Mouton, qui est un peu pionnier dans la médecine fonctionnelle et qui m'avait dit, lorsque la première fois qu'on avait enregistré ensemble, aujourd'hui, on s'intéresse pas du tout aux causes. On essaie simplement de masquer les symptômes. Donc, c'est un petit peu comme si tu es en train de conduire dans ta voiture, tu as un voyant rouge qui s'allume en mode les pneus sont crevés ou autre, et toi, plutôt que d'aller réparer le pneu, tu prends un marteau et tu tapes sur le voyant pour plus le voir. Et donc, ça m'a fait sourire. Mais donc, dans cet aspect prévention, quelle place, selon toi, ont les compléments alimentaires? Puisqu'ils sont de la chimie, d'un autre côté, ils s'extraient du côté matrice cellulaire. En fait, je veux dire, ils sont des deux côtés, parce qu'ils sont du côté préventif, mais
ils répondent aussi aux critiques que tu fais à certains égards sur le fait que c'est une forme de facilité aussi pour éviter de changer nos comportements. Non, il y a une gradation, je dirais, dans un monde idéal. Quand il y a eu le Covid, là, par exemple, euh, moi, j'ai acheté des compléments alimentaires d'oméga 3, bien que je mange bleu blanc cœur, mais tout n'est pas bleu blanc cœur. Donc, je me fais des prises de sang et j'avais un niveau tout à fait correct dans le sang. Donc tu fais Mais des profils d'acide gras de ton sang régulièrement, ouais, tu fais des analyses quoi, une fois par an? un peu plus, ouais. Deux, trois fois par Il y an? a, maintenant, il y a des kits rapides qui coûtent que dalle et tu as Ah bon? l'analyse en 15 jours. Ouais. C'est vrai? Ouais. Et tu dois pas aller en labo? Pardon? Tu dois pas aller en labo faire une prise de Non, sang? non, non, tu prends une goutte de sang au bout du doigt. Et t'as ton Après, profil d'acide gras? tu mets ça sur un petit buvard là, imprégné d'antioxydants, t'envoies au labo et t'as l'analyse Comment 15 ça jours s'appelle? après. Je sais Ça plus. s'appelle Omega Quant. Le labo s'appelle Omega Quant. Ok, bon. Et on a publié des choses là-dessus. Ça marche bien. Alors, enfin, moi, sans rentrer dans le ça marche très bien. En fait, genre, pour répondre sur les compléments alimentaires, donc bien que j'étais bien, j'ai quand même été acheter des compléments alimentaires en EPA, DHA, là, en oméga 3. Et du coup, ça induit une espèce de gradation, de dire idéalement, mais vraiment idéalement, on ne devrait pas avoir besoin de tout ça. Euh, mais de temps en temps, on en a besoin quand même. Enfin, quand c'est un point de passage. Et puis après, si, en gros, il y a la nutrition qui prévient, qui prévient l'alimentation, ça guérit pas. Moi, je détestais le mot alicament parce que c'est deux choses qui n'ont rien à voir, l'alimentation et le médicament. C'est vraiment une invention débile. Les alicaments, un aliment, ça n'a jamais soigné. Un médicament, c'est du domaine de l'exceptionnel. Et entre les deux, entre l'aliment et le médicament, il y a le complément alimentaire. Il a sa place. Il a complètement sa place. Mais on ne peut pas uniquement compter là-dessus. Les tomates dont je parlais, qui poussent en hors-sol, on peut dire qu'elles sont soignées, nourries en tout cas avec des compléments alimentaires. Elles se nourrissent du soleil, mais elles ont tout un tas de vitamines, de machins. Et quand tu regardes, elles sont pas dramatiques non plus. Elles sont pas complètement vides parce qu'elles ont tout ça. Mais c'est quand même pas chouette. Ça pallie à une carence, ça pallie à un déficit. Mais non, pour moi, les compléments alimentaires, ils ont leur place. Mais ils peuvent pas. Il faudrait pas qu'ils remplacent des calories vides, enfin, qu'ils remplacent des nutriments qui sont plus dans l'alimentation. Et ça, c'est soleil vert, quoi. Soil and green. Enfin, non, faut qu'on revienne à une densité nutritionnelle qui nous nourrit, qu'on puisse consommer des compléments alimentaires quand on en a besoin, quand il y a des petits déficits, des carences. Et puis après, si on est vraiment malade, ben, on a besoin de médicaments. Mais il ne faut pas que le médicament devienne du préventif, il ne faut pas que le complément alimentaire devienne du systématique. En gros, je ne sais pas si je suis clair. Si, si, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai ce matin été faire des analyses de sang. Donc, dans le cadre de la médecine, comment dire, fonctionnelle, il y a des analyses de sang qu'on fait 2 fois par an. On regarde un tas de biomarqueurs, mais qui vont beaucoup plus loin de ce qui est remboursé par la Sécu. Donc, il y a notamment ce profil d'acide gras, mais il y a aussi tout ce qui est vitamines, minéraux, voilà. Statut aussi antioxydants, perméabilité intestinale. Mais là, Et on est en train de monter une étude clinique à l'université de Rennes, qui va démarrer là, dans les semaines à venir, où on a pris une population représentative de l'Ille-et-Vilaine, du département où on est, et on va regarder, ça n'a jamais été fait, c'est pas une étude d'intervention, on va juste regarder les profils inflammatoires et antioxydants, avec des tests de capacités antioxydantes et puis des profils d'acide gras, et les disparités dans la population. Et en fait, on fait les mêmes analyses avec cette étude chez l'homme que celles qu'on fait sur les tomates ou sur le lait, etc. Pour avoir cette chaîne et dire finalement, il y a plein de choses qu'on pourrait compenser par l'alimentation. C'est les mêmes tests de capacité antioxydant, c'est les mêmes profils d'acide gras dans les mêmes labos, sauf que là, c'est chez l'homme et c'est en bout de chaîne. ouais, c'est amusant. Et finalement, ce que tu dis, ce que je mesure en médecine fonctionnelle, si c'est des nutriments qui viennent de l'alimentation, Ouais. ils viennent du sol, toujours au départ, eh ben, on voit bien tout le potentiel, parce que tu le vois changer. J'imagine que si tu fais Oui, des oui. analyses Après, régulièrement. ça doit être, justement, c'est mis en perspective aussi par l'intensité de mon activité physique. Tu sais, je te disais Hmm. que je faisais des défis un peu extrêmes qui ont tendance Oui, j'aurais à dû dire, un stress répondre oxydant un en peu plus important, répondant sur les. qui peuvent modifier aussi d'ailleurs, même indépendamment de la déperdition, tu vois, en micronutriments, qui est liée à mon activité, au stress, quel qu'il soit d'ailleurs.
positif comme négatif, entre guillemets, parce qu'on a toujours tendance à catégoriser. Mais là, tu vois, au final, c'est un stress intellectuel, même si j'adore passer du temps avec toi. Donc, il y a cette déplétion en micronutriments qui est peut-être plus importante parce que j'utilise beaucoup mon corps. Et puis, il y a aussi les impacts systémiques sur peut-être ma muqueuse intestinale, donc ma capacité d'absorption. Donc, je veux dire, ça va au-delà de l'alimentation parce que mon alimentation, elle peut, j'essaie de faire en sorte, en tout cas, qu'elle soit la plus dense d'un point de vue nutritionnel possible. Mais pour autant, eh bien, il y a d'autres éléments qui rentrent en compte. Ma capacité d'absorption, la qualité du sol d'ailleurs, qui a permis déjà à ce que je mange, de pousser, etc. Ma capacité d'absorption et la façon dont tout mon corps gère et supprime tout ça. Et donc, dans le cas de la médecine fonctionnelle, c'est super, mais ça coûte très cher. Je peux juste rajouter un truc parce que j'ai sans doute mal répondu sur les compléments alimentaires. Ouais. Parce que j'ai répondu pour moi, pas pour toi. C'est ce que tu m'as raconté tout à l'heure, ce que tu fais en sport extrême, etc. Les 250 bornes dans le Kalahari, ou je sais pas où on va dans le désert de Namibie. Je pense que manger bleu blanc cœur suffit pas. Justement, là, ça va être un grand test parce qu'à un moment, je prenais pas mal de compléments. Là, j'en prends que 2, du magnésium, 3. Magnésium, vitamine D parce qu'on entre un peu dans l'hiver, et puis et NAC. En tant que précurseur au glutathion parce que j'ai un statut antioxydant qui peut être un peu bas. Mais donc voilà. Et donc je vais à un moment j'en prenais beaucoup plus justement quand j'avais ce suivi en médecine fonctionnelle. Et le problème de la médecine fonctionnelle, c'est que c'est intéressant mais ça coûte très cher. Donc là je teste un protocole. C'est une startup qui lance ça. Je reçois son fondateur demain. Et donc ça coûte 35 € par mois à peu près. Et pour 35 € par mois, tu as 2 analyses annuelles. D'une quarantaine de biomarqueurs sanguins, donc tu as profil d'acides gras, vitamines, minéraux, enfin un tas de trucs, statut hormonal, rénal, enfin voilà. Donc j'ai pas encore eu le temps de regarder en détail j'ai fait le test ce matin, donc je sais même pas ce qui est testé en fait. Et après ça donne accès à une plateforme pour te donner de l'autonomie parce que la plateforme t'aide à interpréter seul tes résultats. Alors bien sûr, dans le cadre d'une pathologie, je pense que le praticien de santé est absolument indispensable, mais dans une logique de prévention, je pense que ça peut avoir son intérêt. En tout cas, j'en dirai plus dans une newsletter lorsque j'aurai les résultats, que j'aurai pu tester un petit peu plus. Mais voilà, mais en tout cas, je te rejoins sur le fait que je pense que le complément alimentaire doit être un complément, comme son nom l'indique, et être objectivé par un réel besoin, donc par une analyse sanguine potentiellement, et pas devenir une systématisation où tu prends ton multivitamine, ton oméga 3, ton machin, etc., alors que t'en sais rien, et puis il vaut toujours mieux essayer de commencer par l'alimentation. Donc voilà. On arrive tranquillement à la fin de notre échange, Pierre. Est-ce que tu aurais un petit takeaway, un plat à emporter pour nos auditeurs, en l'espèce de 3 key points, 3 habitudes, 3 choses qu'ils pourraient faire dès demain dans leur quotidien, qui pourraient améliorer leur santé, améliorer leur vie, améliorer leur bonheur. C'est ta décision, mais il faut que ce soit des choses pratiques qu'ils peuvent vraiment implémenter dès demain dans leur quotidien. Il faut qu'ils mangent bleu blanc cœur déjà. Ok, manger bleu blanc cœur. Tu peux dire un mot d'ailleurs sur. Donc pour l'instant, on a des œufs, de la viande. Tu m'as dit qu'il y avait des sardines bleu blanc cœur, j'en avais jamais vu. Donc je sais pas où on les trouve. Mais faut pas qu'ils se compliquent la vie. Moi, je dirais diminuer. J'aime pas donner des conseils en nutrition parce que chaque personne est... Mais le truc de ma grand-mère, la manger de tout en petite quantité, je pense que c'est quand même le conseil de base. Et puis, c'est ce que tu disais au départ, le mot est un peu fort, mais manger en pleine conscience. C'est-à-dire que tu te nourris. Moi, ce que j'ai découvert là, dans ces décennies, c'est que tu te nourris de la santé du sol, de la santé des animaux, de la santé des plantes. Et le premier acte, il faut que les modes de production changent. Et les modes de production, ils changeront si les gens changent leur façon de consommer. C'est un vote. Oui, c'est un vote. Il faut quand je dis manger bleu blanc cœur, c'est pas une pub pour la marque bleu blanc cœur, c'est de donner à une communauté de paysans une raison supplémentaire de bien faire leur travail. Et c'est quand même le mangeur, c'est quand même l'acteur numéro 1. Ses choix, c'est des choix individuels, mais c'est aussi des choix collectifs. Moi, j'ai pas de conseils à donner en disant manger plus de tomates, manger moins de viande, manger plus de machin. Il y a des gens qui font de la diététique, de la nutrition qui sont bien meilleurs que moi. Mais si j'avais un conseil, c'est de considérer qu'on fait partie d'une chaîne. Ce que je disais au début, on peut pas être en bonne santé sur une planète malade. Et si vous voulez que la planète aille bien, eh ben, tendez la main aux gens. Dans Bleu Blanc Cœur, c'est une communauté. Il y a 35 000 personnes, il y a 35 000 bénévoles. Et il y en a 4 000 qui sont des paysans, il y en a 4 000 qui sont des médecins, des professionnels de santé.
Et les autres, c'est des consommateurs, donc ils participent au truc. Ils participent à créer les obligations de résultats, les cahiers des ressources, etc. Et il faut que cette communauté, moi j'appelle ça, c'est un copain qui m'a essoufflé, le Parlement du bien manger. Et C'est joli. c'est l'asso, on l'appelle l'association du bien manger, du bien produire, parce que les deux sont indissociables. Si j'avais qu'un conseil à donner, c'est ça. C'est, toi, tu parlais de pleine conscience. Vous nourrissez, ils ont un pouvoir incroyable, les mangeurs. Ils ont le pouvoir de faire changer les choses. Il faut qu'ils prennent la main de ceux qui veulent produire mieux, quoi. Ça va? Oui, c'est magnifique. Très bien. Tu m'as confié avant de démarrer cet épisode que tu étais en train de terminer un livre qui paraîtra au mois Ah oui. de janvier. Hmm. Tu peux nous dire deux mots dessus? Alors, je l'ai terminé, hein. Il est à l'impression. Ben, c'est un peu, oui, je racontais en aparté. C'est mon quatrième livre. J'en ai fait trois chez Plomb. Et celui-là, ça devait être un espèce de roman nutritionnel. Et puis l'éditrice m'a dit non, j'aimerais que vous me racontiez votre vie, enfin, ma vie, mon œuvre. Mais j'ai essayé je dis que c'est difficile de raconter une aventure collective à la première personne du singulier, mais je raconte toutes ces histoires-là. Les premiers paysans dans les années 80 qui me parlaient de la santé du sol, qui labouraient plus, qui faisaient des haies, enfin, qui labouraient moins, etc. Que je me suis éveillé avec eux à cette histoire qui n'était pas ce que j'avais appris à l'école, hein, qu'il fallait plus tenir compte de la vie du sol. Les paysans, les éleveurs qui disaient je vais soigner. Les éleveurs disent pas je nourris mes animaux, ils disent je les soigne. Et donc tout ce que j'ai appris au contact de ces gens-là, mes premières études que j'ai racontées, et puis de fil en aiguille, comment on est passé d'une démarche scientifique à une démarche citoyenne, ce que je disais à la fin. Et ben, je raconte tout ça. Et je termine en disant qu'il y a d'autres voix que les miennes. Donc je donne la parole aux gens qui m'ont croisé. Jean-Pierre Pasquet, là, qui est éleveur, chez qui on a fait les premiers essais sur les vaches. Bernard Schmitt, le médecin. Thierry Marx, le cuisinier. Et sur la dernière de couverture, je suis très content parce qu'il y a trois personnes qui m'ont écrit un petit mot, un petit verbatim. Il y en a un qui est un environnementaliste, là, Marc-André Sellos. Il y en a un qui est un médecin nutritionniste, Jean-Michel Le Cerf. Et puis Thierry Marx qui est chef. Et tu as toutes les dimensions de l'alimentation, C'est beau. de la microbiologie du sol à l'assiette. Et je suis très content. Ça s'appelle Une seule santé. Il y a un joli dessin avec un homme et ses racines qui vont dans le sol. Et l'éditeur a mis un sous-titre Enquête sur les sols où nos maladies prennent racine. Et j'essaye d'expliquer un peu ce qu'on s'est raconté là, comment moi c'est arrivé dans ma vie, mais aussi comment un peu comme un rideau qui s'ouvre, comment on se rend compte au fil du temps que les vraies réponses, même si on a besoin de médicaments et de compléments alimentaires, mais que les vraies réponses aux problèmes qu'on a aujourd'hui en matière de santé au sens large, hein, y compris au cerveau. J'ai un copain qui dit je préférerais toujours l'intelligence artificielle à la bêtise naturelle. Même la nutrition s'arrête pas au cou, quoi. Le cerveau aussi. Et les vraies solutions, elles sont quand même largement dans le sol. J'adore les pensées en arborescence où tu mets en perspective justement plusieurs domaines de savoir, plusieurs types de connaissances. Et là, en plus, si tu intermêles tout ça avec une histoire, l'histoire de ta vie, et puis des intervenants comme ça, complémentaires les uns les autres, qui partagent et montrent plusieurs dimensions de l'alimentation, ça me donne vraiment très très envie de le lire. Donc j'ai hâte de le découvrir. Donc il sort en janvier. J'espère que tu me tiendras informé et j'en parlerai. Je ferai un feedback dans ma newsletter. Un grand merci Pierre pour ta générosité, pour ce sourire, parce que tu vois, j'adore rencontrer des gens passionnés et tu vois, t'as vraiment les yeux qui pétillent. Surtout l'œil droit. Ouais. Mais non, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à échanger avec toi, beaucoup de sagesse. Donc je te remercie pour ce temps, pour ce partage et d'avoir fait le déplacement à Paris pour enregistrer avec moi. Et à une prochaine. Eh ben, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.